Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est une nouvelle année qui a démarré et nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2025. C'est donc parti pour cette toute première édition de 2025 de la Nuit du Sport. Logique oblige. On va revenir sur le discours de fin d'année du président de la République le 31 décembre dernier. Pas un mot sur le sport pendant tout son discours qui a duré environ 30 minutes. Comment interpréter le silence du premier sportif? La question est au menu de la pause actu ce soir. Et en ce début d'année, on va également s'intéresser au grand rendez-vous sportif au Cameroun en 2025 qu'il faudra absolument suivre. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'avoir peut-être un aperçu au niveau du cyclisme avec les interventions de Jean-Baptiste Biaé qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme et aussi Yves Désiré Ekwala qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour ne prendre que ces exemples. En seconde partie de cette émission consacrée au débat diplomatique ce soir pour démarrer, le football jeune va-t-il véritablement prendre son envol après le lancement il y a quelques jours des championnats U15 et U17 à Yaoundé? Quelle est la situation dans le département du Vouri, région du littoral? État du lieu tout à l'heure. La seconde problématique s'articule autour de la récente circulaire du ministre des Finances qui octroie la gestion des fonds déployés par l'État pour l'organisation des compétitions nationales et internationales au ministère des Sports. Et depuis cette circulaire circule le milieu sportif, à tort ou à raison, on posera la question à nos invités qui sont déjà en plateau ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Lawrence Kédé pour la première fois dans cette émission. Bonsoir Lawrence. Happy New Year. Happy New Year. Good evening to all the TV viewers. It's a pleasure to be here. I think it's my first time on the show. Yes. And I hope it's going to be a good one. I hope too. Également en plateau, Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous. Bonsoir Serge. Bonsoir, et bonne année. Lydie, meilleurs vœux. Je suis particulièrement honoré parce que c'est la première édition. Oui, de cette année. De cette année. Et puis, contrairement à mon ami de tout à l'heure, nous sommes dans la maison. Et j'espère que nous allons faire une très très belle émission. D'accord. Martin Macpac de la Fédération camerounaise de volleyball avec Serge Julien Abouem. Martin, bonsoir et bonne année. Bonsoir Makeda, très bonne année à toi, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur ton plateau. Je dis bonsoir à tous mes copanélistes. Et enfin Guy-Marcel Chiou-Djita, qui est le président de la Ligue de football jeune pour le département du Vouri, ici dans le littoral, est avec nous. Guy-Marcel, bienvenue, bonne année également. Merci Madame Makeda, bonne année à tous les panélistes, j'espère qu'on fera une bonne émission. Et seulement pour dire que la fédération se déploie à tous les niveaux. Aujourd'hui, pour essayer de redonner une sorte de cette grandeur-là au football, on essaie d'y travailler, tant bien que mal. Rien n'est gagné d'avance. On va essayer avec 2025 de réaliser pas mal d'autres projets, quoi. Tout à fait. On va y revenir au cours de cette émission. Alors, on démarre tout de suite par la pause actu. Je disais tantôt, le chef de l'État s'est adressé à la nation le 31 décembre comme chaque fin d'année. Sauf que cette fois, il n'y a pas eu un mot sur le sport dans le discours du président de la République aurait duré à peu près 30 minutes. Serge Zambo, comment est-ce qu'on peut analyser ce silence du chef de l'État lors de son discours? Est-ce à dire que 2024 était si nul que ça en sport pour ne pas mériter un regard du premier sportif camerounais? Moi, je ne pense pas. Je crois que nous n'avons pas eu déjà une compétition majeure. Et puis, j'ai essayé d'épulcher parce que quand vous envoyez le conducteur, on essaye de regarder ça et là. Ce n'est pas tous les discours du chef de l'État qu'on va suivre une note de sport. Donc, et 2024 n'a pas été une année fastidieuse de ce côté-là. Je crois que c'est pas à moi. Et puis, il faut faire attention parce que là, nous amener, il y a souvent des grands éditorialistes lorsque le discours finit, qui essayent de nous élucider, essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs que nous sommes en ce moment. Donc, moi, j'évite beaucoup plus de m'appesantir sur ce que le chef d'État dit ou pas. Bon, mais non, mais quand il s'agit du sport, je crois qu'on n'a rien eu. Et il faut également
C'est dire que durant l'année, il y a le discours du 10 février. Il a parlé de beaucoup de sport. Il ne va pas revenir sur certaines choses ça allait être des redites. Donc je pense que... Et puis, on n'a pas eu un trophée majeur. Parce que généralement, quand on a quelque chose de majeur qui est tombé dans la besace, il se permet, il prend la position du père qui félicite ceux-là qui ont engrangé, je pense, une médaille, ça et là, ou un trophée. Donc je crois que les objectifs étaient beaucoup plus centrés ailleurs. Vous savez que l'année 2025, sans entrer dans la politique, vous connaissez, il y a les élections, il y a ceci, il y a cela. Donc je pense qu'en gros, c'est peut-être dans ce sens qu'on n'a pas eu quelque chose qui va dans le sens du sport. Et puis j'insiste en disant que durant l'année, parce que la parole présidentielle, vous le savez, elle est assez rare. Généralement, celle que nous attendons le plus souvent, c'est la fin d'année, et puis il y a le 10 février. Donc, s'il a fait le 10 février, bon, je crois que c'était au cours de l'année 2024, avec tout ce qui a pu en découler. Je crois que le 31, on a essayé de voir les choses ailleurs. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. Je vais également poser la question à Laure. On sait, on a parfois vu les sorties par voie écrite du ministre des Sports pour se féliciter quand même d'un certain nombre de résultats engrangés par les athlètes camerounais. Pour vous, comment est-ce que vous avez interprété le silence du chef de l'État sur le sport? Well, I think it's natural that he kept silent when it concerns sports, because generally sports has been put forth as a unifying factor for Cameroon. But this time around, sports has become, especially football, a factor of division. You know, in his speech of 10 February, he said he gave firm direct instructions to the Minister of Sports and Physical Education to see to it that football is being put back on the rails, and the minister applying his own instructions. We don't know what was contained in the envelope that was handed over to the minister, and we saw these differences between the ministry and the federation, and it has really divided the nation so far. So generally in Africa and in Cameroon in particular, when we talk about sports in political speeches, is to make use of the trophies, is to make use of all what comes positive from it, because if you look at the head of state himself, he is more inclined in cycling and golf than in football. So when we have all these issues of football, it's normal that he keeps he keeps himself distant away, because from January, where we had the AFCON, it was a catastrophe. We moved over to around April or June, where we had the international athletics. We organized the international athletics competition, the African athletics competition here in Japoma. I think it was a big fiasco. Yes. So sports really this year, the past year, 2024, wasn't a good one. So everything is geared towards politics and economy, because we have the elections coming this year. Donc, Guy Marcel, c'était tout à fait normal que le chef de l'État ne s'exprime pas sur les questions du sport. Oui, je peux dire tout comme ce que Lawens a dit et Serge. Seulement pour dire que l'environnement est un peu assez difficile. Personne ne l'ignorer, c'est vraiment ne pas être assez honnête. L'environnement est assez difficile, mais par ailleurs, je pense que la seule action qu'on pourrait retenir, que la présidence a pu poser, c'était de débloquer les fonds pour que le championnat de Ligue 1 démarre. Ça a été fait. On a donné une enveloppe à la fédération, une enveloppe aussi au club. Ça le relevé quand même, c'est-à-dire que la fédération, la présidence a marqué un coup. Maintenant, en ce moment, ce n'est pas les grandes manœuvres non plus. Donc, comme on dit souvent, pour communiquer, c'est un art. Il faut parler sur ce qui peut vous apporter de la valeur ajoutée. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée dans le monde du sport. Certes, 2025, peut-être, va donner des lendemains meilleurs, mais je pense qu'au niveau de la présidence, ils ont regardé qu'il était plus sérieux de voir que l'activité se passe très bien. On a fait le championnat africain d'athlétisme. Oui. L'État a dû consentir des moyens assez colossaux. On a donné l'argent au club de Ligue 1. Maintenant, les résultats, on ne les a pas engrangés, ça ne sert à rien de communiquer. Mais dans l'action, quand même, on note que la présidence quand même fait des efforts considérables pour que le sport se passe très bien dans le pays. Alors, pour terminer, Martin Mapak, sur ce silence du chef de l'État, Guy Marcel estime qu'il n'y a pas
n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée dans le sport. Ben écoutez, je partage grandement le point de vue de tous mes companélistes. Et puis, j'estime aussi que le chef de l'État, quand un chef parle, c'est pour unifier, peut-être qu'il s'est ravisé en voyant que tous les dégâts, que la mauvaise interprétation de son discours du 10 février a pu entraîner. Il a vu, ça a créé un schisme au sein de la société camerounaise. Alors, il n'y a pas eu non plus de grands événements marquants du sport au cours de l'année 2024. Une participation aux Jeux Olympiques que je ne qualifierais pas, les championnats d'athlétisme qui se sont passés comme ils se sont passés. Il n'y a pas eu, dans les autres disciplines, rien à se mettre sous la dent. Alors, en tant que chef, en tant que patriarche, je ne crois pas qu'il n'a pas trouvé utile de remettre l'huile au feu. Et puis bon, de par mon expérience aussi, je ne suis pas un spécialiste de l'exégèse présidentielle, mais autant que je me souvienne, ces aspects liés au sport, je les entends le plus souvent le 10 février. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne sais pas, il n'a peut-être pas l'habitude de parler du sport le 31. Je ne peux pas le certifier, mais il me souvient qu'un 10 février, il avait pris l'équipe nationale dames de volleyball en modèle. Le 10 février 2024, il a parlé du football parlant à la jeunesse. Donc, bon, peut-être que le chef de l'État n'aime pas être hors sujet. Il aime parler des questions. Lors de l'adresse à la jeunesse, il aime parler des questions qui touchent la jeunesse. Qui impactent la jeunesse, c'est clair. Alors peut-être son silence aussi peut être une façon d'attirer l'attention sèche des uns et des autres. Oui, ça aussi, comme il le disait tantôt, parce que ça a entraîné, le discours du février, ça a entraîné des diverses interprétations. Chacun essayant de tirer la couverture naturellement de son côté. On a vu des très grands intellectuels, il n'y en a même pas sur la table, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient des intellectuels mais qui venaient t'expliquer quelque chose aujourd'hui, un autre en face qui t'expliquait autre chose hier, ainsi de suite. Donc je pense qu'il s'est ravisé. Et puis comme il a dit, il a l'environnement, il regarde d'une façon plate et il regarde et il sait qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut effectivement dire qu'il puisse rentrer et réchauffer naturellement nos cœurs. Ils ont parlé tout à l'heure des compétitions. Nous n'avons rien eu, je ne voulais pas revenir là-dessus, nous n'avons rien eu aux Jeux Olympiques. Qu'allait-il dire? Si on avait peut-être eu une médaille aux Jeux Olympiques, même fût-ce telle que de bronze, par exemple. Voilà, vous avez vu également ce qui s'est passé du côté du Japon au niveau des championnats d'athlétisme. Voilà, c'était... Bon, bref. Donc, c'était pas facile. Je ne voyais pas, je l'étais revenir sur ce... Bon, je crois que le seul trophée que nous avons eu, c'est le football au niveau de l'UNIFAC. Si mes souvenirs sont exacts, on a dû gagner, c'était quoi, quelque chose au Congo, l'année dernière, je me souviens, avec une sélection jeune. C'est pas l'année dernière ou l'année suivante? C'est la francophonie. C'était l'année dernière ou en 2023? 2023. 2023. 24. Bon, c'est en début d'année. En début d'année. Bon, voilà le seul sourire que nous pouvons avoir. Mais regardez tout ce qui s'est passé, l'athlétisme néant. Bon, maintenant, même au niveau du cyclisme, ça s'est quand même un peu bien passé. Là, au moins, je ne vais pas attester parce que j'ai vu Kamzon un peu solo terminer, je crois, au Tour cycliste international Chantal Biya, terminer en tête. C'est autour du Cameroun qu'on a un peu pêché. Bon, mais il n'y a pas eu de fait, franchement, majeur qui permette que la lecture du chef de l'État aille jusqu'à s'apesantir là-dessus. Et comme il a dit, et je l'ai également dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, que le chef de l'État, la plupart du temps, ce n'est pas tous ces discours où il va parler du foot ou du sport en général. Bon, c'est certainement, il a peut-être épluché la question, c'est généralement en février, et là c'est une adresse à la nation, à la jeunesse. Alors la jeunesse justement, c'est la jeunesse qui est poussive, c'est la jeunesse qui fait beaucoup dans le sport. Bon, maintenant, le discours du 31, ça touche toutes les couches de la population. Vous voyez un peu, donc on ne peut pas, il faut vraiment un fait marquant pour pouvoir s'appuyer. Les sportifs ne font pas partie de la population? Ils font partie de la population, mais maintenant, pour qu'on parle de, il faut exceller. Bon, là, il a parlé une fois je me souviens de quelque chose, ça peut vous faire sourire tout à l'heure, lorsqu'il parle des mototaximens. Est-ce qu'il en avait déjà parlé d'une seule fois? Mais dans un discours, il parle de... Je me souviens que quand je reprenais la moto, parfois, quand je peux, le gars de la moto m'a dit que, hey, ne me brutalise pas.
Le père nous connaît, hein, entre guillemets. C'est pas que vous connaissez, vous voyez un peu. Donc, ça permet, cette fois-là, bon, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il parle des mototaximens? Je ne peux pas savoir. Or, dans le discours, il parle bel et bien des mototaximens. Je dis que j'ai pris la moto, 2 ou 3 jours après, le gars me dit non, on a échangé, me dit que non. Toi-même, tu as entendu, le père nous connaît déjà. Donc, or, c'était comme s'ils exerçaient en clandestinité. Or, ils exerçaient déjà de plus belles lurettes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sens. D'accord. Alors, par contre, 2025, beaucoup de grands rendez-vous sportifs au programme au cours de cette année. On va vous permettre rapidement d'écouter un peu ce qu'il faudra suivre du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme et du côté de la Fédération camerounaise d'athlétisme. On regarde et on revient juste derrière. Eh bien, la saison sportive 2025 à la Fédération camerounaise de cyclisme est dense et intense au regard du chronogramme d'activité que nous sommes encore en train de maturer et qui sera rendu public dans les tout prochains jours à la faveur des rencontres statutaires que sont la réunion du bureau exécutif, celle du conseil d'administration et celle de l'Assemblée générale. Mais je puis déjà vous dire que ces chronogrammes d'activité aura lieu pas moins de 4 compétitions internationales organisées au Cameroun, à savoir le Tour cycliste international du Cameroun, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, le Grand Prix d'Angola, international d'Angola bien sûr, mais surtout la nouvelle venue dans le cercle des compétitions internationales, à savoir la course internationale VTT Chantal Biya à Bagofis, dans la région de l'Est. Et il y aura en 2025 beaucoup de compétitions nationales qui seront organisées, mais également la participation aux compétitions internationales, notamment les compétitions africaines. Le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour du Bénin, certainement le Tour du Burkina Faso encore, mais surtout cette année, et pour la première fois, le Cameroun envisage de participer au championnat du monde qui se tiennent au Rwanda pour la première fois. D'ailleurs, à cette occasion-là, il est prévu un congrès de l'Union cycliste internationale du Cameroun au Rwanda. Et donc, tous ces rendez-vous interpellent la Fédération camerounaise de cyclisme et qui aura, comme je l'ai dit tantôt, un programme hyper chargé. À l'occasion faisant la ronde, je profite pour adresser à tout le milieu sportif camerounais, mais vu les meilleurs pour l'année 2025, vivant qu'on obtienne bien meilleurs résultats que l'année dernière qui était une année olympique. Je pense notamment à la médecine sportive, forcément. Vous me direz que je prêche sur ma chapelle, mais bon, allez. Je pense au ministre des Sports, au président de la Fédération camerounaise de l'athlétisme, dans tout le bureau de la Fédération. Donc pour cette année 2025, j'espère tout simplement qu'on aura des résultats assez réduisants, enfin meilleurs que ceux qu'on a eu l'année dernière, qui était une année olympique. Disons que les compétitions majeures que nous avons cette année, déjà nous avons le championnat du monde en salle au mois de mars du côté de la Chine. Durant le même mois de mars 2025, on aura le Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme du côté de Djibouti. Les championnats d'Afrique, les championnats d'Afrique des clubs champions, qui sont une initiative de l'actuel secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, M. Charles Kouokoté. Cette compétition va donc se déporter du côté de Lomé, ce sera au mois de juin. Par la suite, nous avons le même mois, c'est-à-dire au mois de juin, nous avons le Grand Prix CAA Silver de la Confédération africaine, comme j'ai dit, du côté de Douala au Cameroun. Autre événement majeur, c'est au mois d'août, on a les championnats du monde qui vont se disputer du côté du Japon. Effectivement, où sont très attendus les athlètes, l'élite de l'athlétisme camerounais de ce côté-là. Mais il faudrait aussi noter qu'au mois de novembre, on a une grande compétition qui nous attend du côté de Riyad, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et cette compétition concerne, il s'agit en fait des Jeux de la solidarité islamique. Vous savez, le Cameroun étant membre de cette communauté, également, c'est une autre compétition où on pourra avoir un peu nos athlètes et espérons qu'ils vont faire des résultats attendus par tous les fans de l'athlétisme. Alors,
quelles que soient les différences religieuses et politiques. J'espère seulement que cette année encore, si c'était comme ça au pif, quelques-unes des compétitions majeures, mais on en a une pléthore cette saison, que ce soit au niveau national ou international. Eh bien, la saison sportive 2025 à suivre au cours de cette année 2025. Vous l'avez suivi au niveau du cyclisme et au niveau de l'athlétisme. On va continuer forcément en plateau au niveau du volleyball. Quelles sont peut-être les grandes compétitions attendues? Il y a les championnats du monde dames. Il y a les championnats du monde de dames, je crois, en août ou en octobre. Il y aura les championnats d'Afrique. Il y aura les championnats d'Afrique, je crois, en mai, quelque chose comme ça, là, les championnats juniors. Donc, il y a un certain nombre de compétitions internationales auxquelles les équipes camerounaises de volleyball féminin et masculin sont attendues. Bon, maintenant, dans le contexte qui est celui du Cameroun, on réfléchit encore à comment ça va se passer, parce que ça va se passer comment? Qu'est-ce qui vous amène à réfléchir? Écoutez, vous savez, on est dans une situation de bicéphalisme qui perdure depuis près de 2 ans, entretenu par qui vous savez, et on espère que d'ici là, les décisions de justice seront définitives et que chacun va retrouver la place qui est la sienne. Serge, vous avez dit que c'est très compliqué. Quand on parle de bicéphalisme au niveau de la fédération camerounaise de volley, c'est ahurissant, c'est aberrant. Quand on essaye de voir, moi je me pose bien la question, qu'est-ce qui fait le problème? N'a-t-on pas besoin d'excellence? Parce que moi j'ai vu, sans être d'un camp ou d'un autre, un moment où M. Abouem était, ou du moins, assurait la plénitude, où il n'y avait pas la plénitude dans ces faits. On a vu les résultats. On a même vu des gens qui se sont retrouvés amoureux de ce sport. Moi j'ai vu une compétition que nous avons gagnée ici avec les dames, je crois que c'était là à Yaoundé, je me souviens bien. Donc c'était... Qu'est-ce qui fait problème? Je ne sais pas. A-t-on besoin de quoi? Je ne sais pas. Bon, maintenant, la justice rend une décision, elle n'est pas appliquée, c'est exactement les mêmes témoins. Et vous voulez qu'à la fin de ce genre de choses qui se passent dans notre pays, que le chef d'État intervienne dans un discours de 31 pour parler du sport? Que dira-t-il? Alors, il va parler du bicéphalisme au niveau de la FECAFOLE, alors qu'il y a des gens qui sont là pour gérer ce genre de situation. Donc, ma foi, ça laisse vraiment... Ça laisse pantois. Laurence, peut-être en 2025, on verra un peu plus clair sur une telle situation. I think a few weeks ago, I think last weekend, we had the volleyball championship that took place in Yaoundé. The other took place in Betwa, and I think the next one will be in Sang-Milima. So the volleyball national championship is being taken place at the African level. Cameroon has been able to put 2 of its team in the top 8 nations of volleyball at the level of the clubs, because Cameroonian clubs have taken part at the continental competition, and the women are going to take part at the World Championship. So I think there is a way forward, and we should not forget that in volleyball, just like in any other sports, there are generations. One generation has come to an end, and there's a new generation coming up, and you will not have the same result immediately. Yes. It's a long process. You have to build up from grassroots, and it's going to take some time to have the result. The results are not immediate. So one generation, the generation that brought results of recent wasn't built up 3 years or 4 years ago. That's a project that started even before Mr. Abouem became president. So it's a generation. It gets to the apex, and the girls, they are not
18, 20 years old. I mean, you have some who went on retirement deliberately, and when they go on retirement, you have to bring up a new generation. So you have the ups and downs of sports, and I think one of the focus of 2025 will be the World Athletics, the World Championship in volleyball, where we always go to have a plus, to learn something more, such that by the time we get on the African continent, we are amongst the best. But I think if we look globally at 2025, we probably have the African Nations Cup in football. That's going to begin at the end of December, and it's going to be funny to play in December and in January. So I think those who are going to go to Egypt, to Morocco for the competition, they will have to spend the new year out of the country, which is really a funny situation. And let's not forget about the World Athletics Championship in Tokyo, where all hopes of Team Cameroon will lie on Emmanuel Eseme. I just hope we have a ready program to build him up so that he goes below 10 seconds, because he has been running around 10 seconds or maybe 950 or 980, but you have to walk it through so that he continues performing below 10 seconds to have a chance to perform at that level. So I think these are some of the focus we are going to look on when 2025 unfolds. And let's not forget that we haven't yet qualified for the World Cup, USA, Canada and Mexico, and I think we still have key games to play in 2025. Mais Makeda, sans te couper, pour revenir à ce que Laurence disait tout à l'heure, il faut rappeler que les championnats locaux de volleyball auxquels il faisait référence ont été interdits par ordonnance de justice. Il faut le préciser. Donc ça se joue de manière clandestine dans le non-respect, la violation des ordonnances de justice. Il faut le préciser. La situation semble encore... on n'est pas loin... d'assister à ce qu'on a vu en 2024. Alors Guy Marcel, pour vous, quels sont les rendez-vous incontournables de cette année? Bon, les rendez-vous incontournables, en ce qui concerne le football, nous avons le championnat d'Afrique des Nations en février. En février, nous avons la CAN des U17 le 30 mars. Bon, c'est vrai que championnat d'Afrique des Nations. Oui, en février. Pour Cameroun. Le Cameroun. Non, pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas là. C'est un rendez-vous de foot. C'est important. Vous n'allez pas regarder le Chan parce que le Cameroun n'est pas là. Je sais que vous allez regarder. Je ne coupe pas la parole à mon cher frère. Je vais m'inspirer de ce que votre... J'avais fait un spot là tout à l'heure. Comment on appelle ça? Dans la pause actu. Et là, on a vu Jean-Baptiste parler, mon ami Jean-Baptiste, et puis... Yves Désiré Kwala, que je salue également, à qui j'adresse mes meilleurs vœux. Et Yves Désiré et Jean-Baptiste nous parlaient des compétitions qui vont se passer chez nous et auxquelles nous allons prendre part, en principe. Ça, c'est clair. Donc, Biaye, pareil. Mais maintenant, quand tu nous parles du chant, ça, tu es en train de nous blesser. Parce que là, ça nous ramène au souvenir de tout à l'heure. Ce n'est pas un rendez-vous. Non, c'est un rendez-vous, d'accord. Mais nous ne participons pas. Est-ce que je peux dire... Oui, vas-y. Et donc, comment ne participe, on n'en parle pas? Je pense que... Je crois que... Pas qu'on n'en parle pas. Je veux qu'on reste dans ta logique. La logique de la pause actuelle tout à l'heure, Makeda, excuse-moi de te le dire, c'était de savoir quelles sont les compétitions qui se déroulent au Cameroun et auxquelles nous devons prendre part. Au Cameroun. Voilà. Mais maintenant, quand vous parlez de Chan, d'accord. On va écouter Guy Marcel. Guy Marcel, vas-y. Bon, si je peux devenir centrafricain, tant mieux. Je pense que l'émission que nous participons est aussi tout aussi pédagogique. Bien sûr. Je pense qu'après tout ça, on a les gens aussi qui vont se dire, voilà les grands rendez-vous qu'on a sur le football. Et moi, je me dis toujours une valeur que nous appelons au football, le fair play. D'accord. Jouer, c'est bien, mais savoir perdre dans la grandeur, c'est encore mieux. Je pense que je suis d'accord avec toi, on aurait pu parler, mais je pense qu'on peut quand même faire cette virgule-là et annoncer pour que les gens soient scotchés sur STV2 pour suivre les scores des autres équipes qui nous ont battus lors du CHAN. C'est cette partie-là. Après, on peut gommer les parties, comme on dit à l'école, rayer la mention inutile, c'est donc je pourrais dire derrière. Voilà. Je pense qu'après, on aura la CAN au 30 mars. On a la CAN U17 qui va se jouer. On espère que les Lionceaux vont se qualifier lors du NIFAC. Nous allons avoir la CAN des U20. Un autre rendez-vous, tu vas encore dire beaucoup d'autres choses derrière. Mais il y aura la CAN des U20. Après ça, nous aurons
la Coupe des Confédérations qui va se jouer. On aura la Champions League le 16 août. On aura la CAN des femmes qui va se jouer en juillet. On aura la Champions League des femmes qui se jouera du 8 au 23 novembre. Nous allons avoir la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc à partir de décembre et à janvier. Je pense que le dire, c'est seulement pour dire qu'il faut te scotcher. Moi, ce que je veux retenir, c'est que on m'apprenait dans une formation de management, le vainqueur, c'est celui qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Si on devient tous, on se dit, il n'y a pas de rendez-vous, on ne parle pas, on n'a qu'à éteindre la télévision, on ne regarde plus la télévision, non. Il faut être des bons perdants. On n'a rien fait de comme effort cette année-ci. J'emprunte les termes de Lawrence, il y a des générations dorées, il y a des générations qui ne sont pas dorées. Maintenant, on peut se dire que est-ce qu'on a donné tout ce qu'il fallait pour accompagner certaines générations de football au Cameroun? Ça, on est dans l'émission, on en parlera tout à l'heure au football des jeunes, mais seulement pour dire, c'est aussi une occasion pour interpeller ceux qui nous accompagnent au mouvement sportif en termes de football. Quand vous annoncez les rendez-vous et vous dites, 4 U20, on ne sommes pas là. S'il y a un enfant à la maison, il dit, papa, est-ce qu'on va jouer? Ça interpelle tout le monde. Je pense que le dire déjà même, je sais déjà même, ma gorge est nouée, hein, le fait de citer où je ne suis pas là, ma gorge elle est nouée en tant que membre exécutif fédéral. Mais je pense que l'émission pour moi est aussi pédagogique. Dire aux Camerounais que vous avez cet acte en février, au lieu d'aller regarder la Champions League ou alors la Première Ligue en Angleterre. Vous allez faire comment? Vous regardez la réaction de Lawrence. Vous allez faire comment pour que les mais on doit annoncer. If I take my experience, I was in the Chan in Rwanda in 2016 and Cameroon was ousted in the first round. And I stayed all through right up to the last game. It's not easy. It's not easy. No, it's not easy to be there and watching games where your nation is not part. Maybe for sports fanatics, football fanatics will be there, but for most Cameroonians, not qualifying means not even watching the competition. But I think for, as you said it earlier, for pedagogic reasons, it's always interesting to see how maybe Central Africa that eliminated Cameroon, how are they faring into the competitions and what are the new nations coming up and future names we can see from the CHAN that we are going to meet at the AFCON. So I think these are some of the aspects, interesting aspects that we can find there. Voilà un peu pour ces quelques rendez-vous à noter dans l'agenda de 2025. On va peut-être sortir rapidement en vous proposant un extrait de la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo, Justine Ndifo. C'était à l'ouverture de la saison sportive. Il y a quelques jours du côté des Tchang, dans la région de l'Ouest. On va écouter l'extrait de son discours à l'ouverture justement de cette nouvelle saison sportive. C'est grâce à cette pratique consciente, intégrale et intégrée du Nambudo que le Cameroun a su se maintenir aussi bien sur le toit du monde qu'au cime de l'Afrique, notamment à l'occasion des compétitions internationales, dont la plus récente, le championnat d'Afrique des Nations de Nambudo, s'est déroulé au palais polyvalent des sports de Yaoundé du 5 au 7 juillet 2024 sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État et premier sportif camerounais. À l'issue de cette compétition continentale, l'équipe nationale du Cameroun s'est une fois de plus hissée au sommet de l'Afrique en battant son propre record avec un palmarès de 20 médailles d'or sur les 22 qui étaient en compétition. Une médaille d'argent et une médaille de bronze. Fort de ce palmarès est auréolé d'une organisation quasiment parfaite de cet événement, le Cameroun s'est vu attribuer l'organisation, je vais marteler, parce que c'est un moment fort. Je disais, fort de ce palmarès et auréolé d'une organisation quasiment parfaite de cet événement, le Cameroun s'est vu attribuer l'organisation du 1er au 6 octobre 2026 de la première Coupe du monde de Nambudo en terre africaine. 1
cette annonce forte de la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo, l'organisation de la première Coupe du Monde interafricaine en 2026 de cette discipline. Laurence, c'est quand même de l'inédit et c'est aussi un événement important qui va davantage booster cette discipline dans notre pays. Yeah, I think exactly, because we need such competitions in Cameroon, because it's the name Cameroon that is being brought to the limelight. Nambudo, we just see it under judo, under karate, and it will be interesting to see Nambudo stand on its own, different from all the other assimilated sports. So organizing the World Championship, for me, it's always welcome, because if you look a nation like Morocco, every year they have 5, 10, 15, 20 international competitions they do host. We have the multipurpose sports complex in Yaoundé. We have that of Japoma, so we have to make 100% use of these infrastructures, because only those coming in for these World Nambudo Championships, you realize that you need transport services, you need hotels. It generates revenue to the local economy. So I think it's a laudable initiative, and I think it has to be encouraged that all other federations too go and clamor for international competitions to be held in Cameroon. Voilà pour l'essentiel de ce sujet consacré donc au grand rendez-vous sportif de 2025. On va rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec deux thématiques majeures ce soir, le foot jeune et puis tout à l'heure la gestion, la controverse observée après la circulaire du ministère des Finances qui octroie dans la gestion des fonds déployés par l'État dans le cadre de l'organisation des compétitions nationales et internationales au ministère des Sports. Alors le foot jeune, Guy Marcel, la Fédération camerounaise de football à travers la Ligue a justement lancé le 3 janvier dernier au stade annexe 1 de l'Omnisport à Yaoundé la nouvelle saison, la saison sportive. 2 rencontres se sont déroulées chez les U15. Il y a la Nafoot qui a battu Oili FC par 3-0 et puis chez les U17, Best Talent s'est imposé face à la formation des Players Football Club par 2-1. On devrait voir quelques images de cette ouverture de la saison. On rappelle évidemment que après chaque match, il y a Abanda Olinga de la Nafoot et Maseko Anol de la formation des Best Talent qui ont été sacrés hommes du match respectivement dans les catégories U15 et U17. Donc, Ashiko, vainqueur du trophée de l'édition 2023-2024 chez les U15, remet donc son titre en jeu, tout comme CFF de Garoua dans la catégorie U17. Alors, ce lancement, Guy Marcel, on imagine que c'était ce qu'on attendait, ce qu'il fallait pour le top départ du football jeune dans les régions et départements et bien d'autres. Oui, Madame Makeda, je pense que c'était le top départ. C'est lancé. On a essayé de gommer un peu les retards que nous avons pris par le passé. Et on veut à tout prix rattraper l'écart global. Parce qu'il faut bien se dire, le football des jeunes dans le monde aujourd'hui est rattaché au calendrier scolaire. Quand les élèves rentrent à l'école, le football des jeunes doit démarrer de manière normalement globale, il doit démarrer au plus tard en octobre. Maintenant, on ne va pas changer la roue tout de suite. On a démarré il y a 2 ans en février. On a essayé de rattraper dès le départ des vacances. Vous avez vu, on a même surpris tout le monde là. Le 3 janvier, on a démarré. Et on essaie, on saura que maintenant on commence à se mettre en place et revenir sur quelque chose d'assez assez intéressant. Je voulais seulement revenir sur quelque chose d'assez profond. C'est que, voyez-vous, je vais emprunter les termes de M. Lawrence. Pour le football des jeunes, c'est un projet. Il faut du temps. Et ça prend généralement 10 ans. Le temps de construire une pépinière. Vous prenez des enfants qui ont par exemple l'âge de 10 ans. Vous commencez à construire avec les Benjamins. Quand ils arrivent à 20 ans, on peut commencer à observer vos résultats et on peut les matérialiser, même sur l'équipe première. On est en train de faire une construction. Mais nous sommes un peu bloqués pour 2 choses. Vous avez vu quand vous regardez par exemple l'élite aujourd'hui a un sponsor naming. On peut citer MTN, on a Guinée Super League. Mais le sport des jeunes reste un peu l'enfant pauvre du sport au Cameroun. Et on se retrouve que ça n'intéresse pas beaucoup les annonceurs sur le plan intérieur. Maintenant, on va chercher, par exemple, sur le plan international, il faut le savoir,
même au niveau de la FIFA, beaucoup de fédérations bénéficient des subventions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les ratios, l'Amérique latine et l'Europe bénéficient de au maximum des subventions de la FIFA. Les pays comme à la CAF et le Cameroun en particulier bénéficient à minima. Maintenant, pour moi qui étudie un peu sur ce concept-là depuis pratiquement près de 6 ans, on a vu, si vous tapez sur Internet, il y a par exemple la Fondation UEFA. Il y a des appels de projets régulièrement qui sont mis en place pour développer le football de manière globale. Oui. Parce que l'enfant ne vient pas jouer au football rien qu'à part du championnat. Il faut créer un cadre normatif à l'école, en termes de loisirs. Venir développer un petit terrain de foot 5 dans les grillages. C'est tout ça qui crée un environnement assez pertinent pour l'enfant. C'est de dire aujourd'hui, à interpeller aujourd'hui la Ligue de sport des jeunes, d'aller vers la FIFA et d'essayer de bousculer les lignes pour qu'on puisse avoir ce type de financement. Parce que voyez-vous, la FIFA reste un modèle, on peut tout dire, mais aujourd'hui, elle donne aux fédérations africaines les montants en minima. Il faudrait, j'interpelle dans ce moment-là pour dire qu'il faudrait que la fédération aille au niveau de la FIFA, essaie de bousculer, faire le job. Mais après, on va revenir sur la maturation des projets. Parce que vous voyez-vous, si la FIFA reprend aussi un nombre de choses sur le plan de nos audits, il faudrait que la Ligue de football des jeunes, à travers son président Arthur Djambi, qui fait déjà beaucoup d'autres choses, mais qui doit bousculer un peu plus. Parce qu'il y a un autre impact qu'il faut avoir derrière. C'est qu'on a lancé un championnat de jeu à Yaoundé. Oui. Dans les régions, ça va se mettre en place dès le mois de février. Là, on est en train de dire, ce matin, on a déposé les dossiers physiques à Yaoundé. Ils vont ouvrir les lignes. Les clubs vont commencer à mettre les licences en ligne. On va commencer par la validation. Lors du conseil d'administration, il avait été dit qu'on va nommer un employé qui sera chargé de la validation des licences pour les jeunes. Parce qu'on avait vu que dans le passé, le même fonctionnaire qui gérait pour le championnat amateur et professionnel était un peu surchargé. Oui. Donc on a nommé quelqu'un qui va prendre le relais. Et on espère qu'à partir des licences qui sont validées, on va régler le problème de participation effective des équipes. Le problème, je pense qu'il y a des questions qui reviennent souvent sur le problème de CNI. Je pense que le problème de CNI aujourd'hui, il est accessoire. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a fait jouer, moi qui suis point focal de Vouillé aujourd'hui, les clubs qui ont les licences en ligne, on a déjà presque on est autour de entre 16 à 20 clubs qui ont les licences en ligne. Ça veut dire que pour faire jouer un championnat, on ne va pas prendre la base pour ceux qui sont en retard. Parce qu'il faut bien vous dire, l'enjeu aujourd'hui des licences en ligne et des CNI, il est très important que vous le sachiez. C'est pour, arriver sur l'âge réel des joueurs et en même temps aussi protéger les académies. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les joueurs ne sont pas identifiables? Les académies font souvent quoi? Vous avez par exemple votre joueur qui s'appelle, on va dire quoi? Je vais citer peut-être Lawrence, qui joue dans mon académie. Il n'a pas de CNI. Qui est le document le plus, qui est le document qui est possible d'être attaqué? Le gars va chez monsieur Serge, il change d'identité à travers la licence. C'est une autre personne. C'est que M. Lawrence ne peut plus demander des droits sur ce joueur de football. Dès que M. Lawrence découvre que le joueur a changé de club, il n'a pas la machine pour attaquer. Puisqu'on lui propose une CNI, un acte de naissance. Alors qu'avec la CNI, tout de suite, l'acte de faux va se mettre en place. Et du coup, le préjudice devient pénal. Et les clubs de plus en plus vont commencer à reculer, voir que beaucoup de la CNI dans le futur vont disparaître. Parce qu'ils vont se dire, modifier la CNI d'un enfant, il va perdre son diplôme. Parce qu'il y a tous ces dangers-là, il va perdre son diplôme. Ça a un impact à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc en fait, c'est quelque chose que les gens ont combattu parce qu'en fait, ils ont compris qu'ils vont perdre des droits. Aujourd'hui, quand un agent de joueur arrive au Cameroun, souvent, il disait, si ce joueur avait 16 ans, je prendrais. Alors que le gars a 18 ans. On disait non, on créait un mécanisme, il revenait à 16 ans. Alors qu'avec la CNI, c'est très complexe. Donc, le problème de CNI aujourd'hui, on est en train de le mettre en place. Ça a créé des gosses de chaude aujourd'hui. Il est en train de se mettre en place. Les U7 vont jouer aujourd'hui. Et c'était l'occasion de rappeler, tout à l'heure, hors plateau, on en parlait, le problème de l'IRM. Beaucoup d'académies pensent qu'on va faire l'IRM parce que le joueur veut jouer à U17. C'est pas vrai. L'IRM est aussi un outil qui vous aide à évaluer le niveau de croissance de votre footballeur et vous permet de pouvoir savoir si vous devez investir sur le joueur ou pas. Parce que quand vous faites le test IRM, il n'y a pas seulement la partie où on dit classification de l'os. Il y a une partie où on vous dit le niveau de croissance de l'os du sujet. Vous pouvez avoir un gamin que vous prenez, vous voulez investir sur le gamin. On peut vous dire ce sujet a un problème de maturation osseuse qui n'est pas bonne. Vous pouvez vous dire, si j'investis, le risque est extrêmement poussé pour ne pas mettre les moyens. Et je vais sortir de là, avant de laisser la pause, pour dire, c'est l'occasion d'interpeller, pour dire, aujourd'hui, le football des jeunes a plus que besoin d'avoir des annonceurs, des entreprises. Et le dire aux jeunes annonceurs aujourd'hui, c'est même le seul football qui offre plus de visibilité. J'ai fait une étude un peu. Si vous partez à l'école primaire, le football des jeunes offre des sujets actifs, au moins 200 000 enfants. La fédération a mis une convention avec le Minedip et le Minsec. Au lycée, on a pratiquement près de 600 000. Quand vous partez voir le dernier financement qui s'est passé, que j'étais à Ebolova, le nombre des élèves qui ont répondu présent, il est énorme.
Et le nombre de couvertures, même sur le plan national, est énorme. Maintenant, après, je pense qu'il faudra maintenant travailler dessus, sur ce projet-là, pour voir le niveau de dématérialisation sur le plan des impôts, les impôts. Je crois qu'on est en train de travailler sur un concept là où il faudra peut-être rencontrer le GCAM pour qu'on arrive sur la partie qui concerne les RSE. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont donner des dons à des orphelinats. Sauf que derrière, il n'y a pas une contrepartie en retour. Quand vous donnez de l'argent, vous investissez pour des jeunes. En fait, vous offrez un rêve à un jeune. Et demain, les images que vous avez... donner les orphelins... non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, on peut trouver un juste milieu. Quand la Guinée Super League sponsor de football féminin, elle ne ferme pas le robinet des orphelins. Quand MTN va accompagner Elite One, la fondation MTN existe toujours. C'est seulement pour dire aux gens, il faut donner un œil parce qu'il y a quelque chose que moi je viens d'Afrique du Sud. Quand vous êtes une entreprise, vous sponsorez le football des jeunes. Vous avez des droits d'image que vous avez à travers les gens qui participent au tournoi. Quand j'ai monté un projet de la CAN, Total Énergie, tous ceux qui participaient, il y avait des droits d'image sur les gens qui venaient jouer. Sauf que demain, imaginez-vous, une entreprise elle va accompagner par exemple des joueurs comme Baliba, Mugué, précédemment. Elle peut utiliser les images en throwback. Elle peut prendre les images en throwback. Imaginez-vous si elle doit maintenant faire du placement produit sur un sujet comme Baliba, ça va être extrêmement cher. Peut-être elle peut dire, nous avons participé à construire ce bâtiment du football camerounais qui est en Angleterre. Rien que sur ça, une cimenterie peut faire son chiffre d'affaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui les annonceurs comprennent qu'on va poser des outils, peut-être avec le GCAM, on va rencontrer peut-être les mairies, pour leur dire aujourd'hui, il faut qu'on accompagne impérativement. C'est le football qui draine le plus d'abonnés. On a réglé la partie des CNI, on est en train de régler la partie du calendrier. Je pense qu'on a, au conseil, on a introduit des compétitions normales, comme l'ouverture, mais il y a une compétition qui a été introduite, qu'il faut bien le savoir. La FIFA a dit dernièrement qu'il y a la Coupe du Monde chaque année, en U17. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fédération s'est arrimée. Et le président avait justement annoncé qu'il a annoncé, voilà. Donc la fédération, le président des Amis a annoncé cela. On a remis ça au conseil d'administration avec le président Arthur Jampi, avec le football des jeunes. On a déjà lancé, il y aura un tournoi élite des académies. C'est qu'il y a des critères qui ont été mis en corrélation entre la DTN et le football des jeunes. Ils vont choisir des académies qui vont jouer en sorte un peu comme Elite One. Et à travers cela, on pense qu'on va pouvoir on va faire un écrémage qui offrira des talents les plus attractifs au football des jeunes. Je pense que c'est un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu. Après, la suite, on pourra échanger sur la suite. Alors, Laurence, vous qui suivez évidemment l'actualité du football, on a écouté Guy Marcel par rapport à ce football jeune qui estime que voilà, c'est la construction, c'est un football jeune qui n'intéresse pas beaucoup le monde. C'est un football jeune qui reste l'enfant pauvre de cette discipline et qui, voilà, il n'y a pas de sponsor qui se bouscule pour pouvoir soutenir cette discipline. Est-ce qu'il est le regard que vous portez justement sur ce football jeune dans notre pays? Well, I think youth football is, we could call it a renaissance because it has always been composed of spontaneous generations. I happen to be one of those who were part of the last AFCON won by Cameroon we're in Tanzania in 2019. I was with the team. I wasn't part of the team, but I was a journalist covering the competition, and I happened to talk with other journalists from other nations, and the Tanzanians will tell me that they have promised one house per child. If Tanzania wins the under-17 AFCON, they have a whole program and they have done everything. The Senegalese journalists will tell me that they have invested much to have this team, and they were asking, "What about Cameroon?" I say, "We don't have an under-17, or we don't have a youth championship, and we're winning games and beating everybody, beat Angola, beat Guinea, beat everybody, and won the tournament without having a youth championship." And they were surprised, like, how we have been putting money into this thing and we are not winning. You just come from nowhere with players from nowhere, and they just you come and win the thing. And so it shows that we have the natural talents that just need to be harnessed together. I mean, if these kids were even followed up, we would find some of them in the other categories of the national team. But we have always been using spontaneous generations. We go on the streets, we pick kids, put them together, and they go and win competitions. So, but at one point, it cannot work every day. So at one point, we really have to go, as you said earlier, in a project
in the project. You take a project and you walk around with it, especially when it concerns the youth. One of the things I would like to emphasize is that we have to first define at the level of the National Technical Directorate, before launching even the Youth Championship, what is the game philosophy of Cameroon? I mean, you know, we go to Spain, you see the tiki-taka. The French, they have their Latin way of playing football. At the level of Cameroon, what happened? What do you teach children when they start playing football, so that we should have a game philosophy that corresponds to our environment, to our culture, and to our physicality? When you define that, all the training centers, when they are training the kids in the academies, we go into that line of action. Unfortunately, everybody, the way they train kids in Garoua, in the north, the training center, they have nothing to do with what happens in the southwest, what happens in the Yaoundé. Everybody has his own way of doing the thing. So I think one point is important, that we define a national value of taking in consideration that this is Cameroon, this is how we view football, and this is how we can train our kids. So it's for me, it's a foundation that we have to put in place before going in for the championship. But coming back to the championship, it's really a laudable initiative. It's good that kids come back and start playing football. And another point would be to train those who train these kids, because for me there is a big problem at the base, especially for the formators, those who are training the kids. They train the kids to win competition. They don't train the kids to enjoy football. I think that's a big problem in Cameroon. I hope you agree with me. They train the kids to win competition. They don't train the kids to enjoy and love football. So a kid cannot dribble 2-3 players. C'est important de gagner les compétitions aussi. Yes, but at a certain level, you have to begin with loving football, enjoy the ball itself, not just playing passes. That's why when we watch the elite games, there is something lacking in Cameroon Elite 1 Championship and Elite 2. If you come from Elite 1 and Elite 2 and you go out of the country, you have 50% less chances of succeeding than a child that comes from École Football de Brasserie du Cameroun. Because you don't have the basics. There's something you are losing in the course. Je pourrais ajouter quelque chose à l'AON, seulement pour dire que c'est à cet effet que le président Samuel a demandé qu'on monte rapidement un projet de tournoi élite des académies. Parce que c'était pour différencier le grassroots et du football de performance. Parce qu'on s'est rendu compte, et je dis cela pour dire que les joueurs, pour ne pas citer l'élite des boissons du Cameroun, les joueurs qui partent des académies structurées, on pourrait citer KSA, on pourrait citer Coton Sport avec certains joueurs comme Abouaka Vincent, quand ils ont été bien formés, leur durée de vie au plus haut niveau est longue. Quand ils n'ont pas été bien formés, leur durée de vie est réduite. Vous allez voir, il y a des joueurs qui sont partis du Cameroun en jouant comme ça, Union de Douala, Canon, Coton, Astre. Dès qu'ils arrivent, ils font un an en France, après on les retrouve en Lituanie. Pourquoi? Parce que pour rester au plus haut niveau, c'est la fondation. Supporter les charges d'entraînement. C'est pour ça que le championnat des élites des académies va être important. Parce que tout de suite, on va identifier les potentiels académies qui font des investissements. Parce qu'il y a un rapport entre l'investissement et le travail. Pour former un joueur à la performance, ce n'est pas avec des ballons, des pneus, non. C'est payer un entraîneur régulièrement payé tous les mois. C'est avoir un médecin, c'est faire des IRM à tous les joueurs que vous avez. Pour ne pas... Si je reviens là-dessus, si vous prenez un jeune qui a 13 ans, qui aura des problèmes de croissance, peu importe son potentiel, vous le faites jouer peut-être gardien de but. Il arrive à 18 ans, il ne vous sert à rien. Yeah, that's true. Donc, c'est pour ça qu'il faut rapidement identifier et permettre aux gens de ne plus dépenser n'importe quoi. Parce qu'il faut comprendre que l'élite est quelque chose d'assez restreint dans le domaine de la performance. Et on va utiliser, parce qu'on a utilisé un peu le savoir-faire. On a vu l'élite parce qu'on fait, on a vu les KSA. Quand c'est bien construit, 5 séances d'entraînement par semaine et le match, 6 semaines de PA chaque début d'année, des assurances, des suivis médicaux, le joueur peut tenir le plus haut niveau. Je pense qu'on va démarrer avec le tournoi élite des académies en U17 pour jouer la Coupe du Monde. Mais très vite, on va se rendre compte un peu qu'il faudra bousculer en U15 et on va arriver à ce qu'on voit en France. Le problème est né parce que les clubs professionnels n'ont pas pris ce projet à la main. Vous voyez, s'ils avaient pris ce projet à la main, on n'en parlerait même pas. Puisqu'on se dirait, si vous avez Young Sport, qui a une très bonne académie que j'ai suivi un peu. Si ça veut coûter un sport, après c'est fini. Mais ils n'ont pas pris ça à la main. Les gens ont rempli les cases pour avoir des documents. Et du coup, je peux le dire, ils ont embarrassé la fédération. Si on voulait être très dur, on ne devait pas aussi non plus
arrêter tout à un moment donné. Mais je crois que ce tournoi-là va permettre de dire aux gens, écoutez, on n'a plus le choix. La FIFA a posé un délai et il faut le dire, les générations spontanées en sport de haut niveau, ça n'existe plus. Les Sénégalais nous ont montré que si vous voulez, amusez-vous. Parce qu'il faut vous dire derrière, je sors de là pour ne pas montrer la parole là-dessus. Il y a une économie du football sur les devises. Le football sénégalais, ce que je connais, m'a dit que je connais à Génération Foot, avait un partenaire où le FC Metz Versailles m'a dit 5 millions d'euros par an. Ce qui est équivalent à environ 3 milliards de francs. Marseille avait signé avec Djamba et c'était autour de 500 000 euros ou 800 000 euros par an. Ce qui est équivalent à près de 100 000 francs. Quand c'est bien bâti, on n'a plus de problème de subvention d'État. Quand c'est bien bâti, on a des volumes de joueurs qui sortent. Le Sénégal est autour de entre 50 à 200 millions d'euros de volume de sortie des joueurs réguliers annuels. En termes de devises, même sur le macroéconomique, les Sénégalais peuvent avoir un financement étranger, ils vont prendre les devises générées par la vente des joueurs sénégalais. C'est pour dire que les gens qui pensent que le foot, c'est non, il y a il y a même un business du foot. Donc c'est tous ces éléments qu'aujourd'hui, les Brésiliens, quand ils sortent des joueurs, ils sont à presque 1 milliard d'euros annuels de sortie de championnat. Mais s'ils veulent construire une route, ils vont à la Banque mondiale, on prend leur devise, la monnaie brésilienne, et on fait les comparaisons. C'est pour ça que j'ai interpellé pour dire, si on ne subventionne pas le football des jeunes, on va arriver où il n'y a pas de fondation. Les joueurs montent au haut niveau, on les voit, après ils disparaissent. Mais si on subventionne le football des jeunes, parce que c'est le football qui a le plus de personnes, parce qu'il cohabite entre le grass foot, le football de rêve et le football de haut niveau, la pyramide. Donc il faut accompagner, il faut inciter les entreprises agroalimentaires, les brasseries du Cameroun, il y a plein qu'on connaît. Je crois qu'il y a de la matière, mais on va suivre un peu ce que la Vincent te dit, parce que l'exemple tanzanien, moi j'étais en Afrique du Sud, ils m'ont dit la même chose. J'ai fait un stage de 6 mois là-bas. Quand Tabo Senon, le coach, à l'époque, il vient au Cameroun, il arrive, il vient voir nos académies, je passe même celles qui vendent beaucoup en Europe. Il dit, c'est quoi ce complexe? Un terrain petit comme cela, 2-3 bâtiments, ils regardent ce qu'ils ont à écouler, ils disent, mais c'est violent. Donc c'est un peu cela que je dis, et il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va toujours jouer au yo-yo, on va mettre la pression au club, et ça va déterminer sur l'attractivité du championnat. Vous faites bien de parler de formation, hein, parce que j'allais vous demander, est-ce que le problème au niveau du foot jeune, c'est seulement financier, quand on sait qu'il y a souvent la qualité de la formation qui est même décriée au niveau de ces académies. Alors, Serge Zambo, vous étiez également inquiet, hein, on se rappelle dans nos précédentes émissions, le football jeune, ça ne se joue pas, la fédération ne prend pas ça au sérieux. Est-ce qu'avec le top départ de ce qu'on a vu vendredi dernier chez les U15, chez les U17, ça vous êtes un peu rassuré? Oui, ça rassure, parce que là c'était, comme on dirait, un accouchement un peu difficile, mais un accouchement quand même. Et puis je suis heureux d'apprendre beaucoup de choses auprès de mon Guy Marcel. Guy Marcel à côté, parce qu'avec ces expériences, c'est ça que nous voulons. Quand on a des expériences, et quand les gens sont sortis, ils ont ramené les expériences, ils doivent donc maintenant les appliquer. Et c'est ce genre de personnes dont on a besoin pour pouvoir faire les cloques. Quand quelqu'un maîtrise quelque chose, il faut qu'il soit, comme on dit en anglais, right mind and right place. C'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, si le football jeune se joue tel qu'il le dit, et qu'il faille améliorer certaines choses, parce que c'est un peu l'assiette qui va nous produire les U17, U20, même les A primaire. Je suis heureux d'entendre là tout à l'heure que quand il y a eu une bonne fondation, le joueur peut durer, parce que je me posais souvent des questions. Parfois on se retrouve au stade de Abepanda, je dis que il y avait tel gars là, mais il a disparu, pourquoi? On te dit non, il a fait ceci, il est parti. Or justement, les explications ne sont pas forcément... Après il revient. Après il revient. Les explications ne sont pas forcément celles qu'on vous donne aux stades. Voilà une explication qui est plausible. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui est suivi. Et dans le suivi, ce n'est pas seulement aller au stade. Il y a la manière de s'entraîner. À tel niveau, un garçon de 13 ans, comme il disait tout à l'heure, il doit avoir ceci en termes d'entraînement, il doit avoir ceci en termes de suivi médical, il doit avoir ceci en termes même de nourriture, de diététique. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Et en ce moment, bon, je ne sais pas si la fédération a pris sur elle de regrouper du moins l'essentiel de ces choses pour pouvoir lancer le championnat. Bon, maintenant, il faudrait également se dire que tel que ça se dit et tel qu'on voit les choses, le football est devenu un peu plus scientifique. Ce n'est même plus... il a parlé tout à l'heure des générations spontanées, c'est fini. Les IRM, ça c'est autre chose. Donc c'est scientifique. Vous voyez un peu, quand un garçon arrive à la base, il faut déjà voir
quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Bon, maintenant, est-ce que, même s'il n'a pas de croissance, on ne joue pas au foot forcément parce qu'on est grand. C'est vrai qu'il y a certains postes aujourd'hui où il faut avoir une certaine morphologie. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, s'il n'est pas de grande taille, où est-ce qu'on peut l'orienter pour pouvoir tirer le meilleur de lui, si je suis exactement ce que Guy Marcel disait. Et c'est possible? C'est possible? Non, je prends un cas terre à terre. Ouais. Vous avez un joueur que vous recrutez, il est très doué, analyse de jeu, situationnel, il sait anticiper, défenseur axial. Au bout de la formation, on arrive en U16, il n'a pas une bonne croissance, il faut le déplacer sur le côté. Sur le côté. Vous avez un gardien de but, et c'est là où c'est un peu plus complexe chez les gardiens de but. Parce qu'eux, ils n'ont pas un plan B. Sauf que là, il faut dire aux garçons, il faut avoir, et c'est là il faut une académie, il faut avoir un psychologue. Parce que vous allez quand même dire à quelqu'un, tu as fait des efforts, ça ne servit à rien. C'est donc là où l'IRM intervient quand ils sont tout petits. Parce que là, tout dessus, comme là, je t'expliquais, je prends les garçons à 13 et on revient encore tout dessus sur ceux qui coupent les âges. C'est là où il y a trop de problèmes. Parce que quoi? Et c'est là où la convention du ministère avec le Minidieu m'intéresse. Moi, ce que je fais, c'est quoi? J'ai un profil là chez moi, tout à l'heure, dans mon académie en ce moment. La convention t'intéresse? Oui, parce que quoi? C'est bien. Vous partez à l'école primaire, vous demandez aux enfants, puisqu'on a les tailles, on sait qu'à 9 ans, le gars qui fait un 60, il a une taille plus que sa norme. Vous demandez, sortez-moi tous les enfants qui font 1,65, 1,64 au CM2. Tout ce qu'on vous sort, c'est des morphotypes pour jouer, soit gardien de but, soit avançant, soit milieu de terrain, axial. Si vous les regroupez avec les professeurs, les maîtres de sport, vous entassez les dirigeants, vous pouvez avoir 100 profils. Il faut commencer maintenant à travailler. D'abord, les choses simples, basiques. Endurance, parce que le carburant du sport, c'est l'endurance, l'effort physique que tu réalises. Est-ce que le gars retient l'effort? Est-ce qu'il supporte les charges d'entraînement? Dès qu'il supporte, vous prenez, vous jetez. Il faut commencer à travailler. Sur 100 sujets, vous allez avoir au moins 10 qui vont vous satisfaire. Ça va vous éviter de voir des enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? On voit un gars qui est en seconde. Moi, j'ai fait comment pour recruter mon approche? J'ai une académie qui fait internat. Quand je demande à un garçon qui joue gardien de but, je demande parce qu'il y a un lien entre la taille et l'âge et la classe. Le meilleur élément, c'est l'âge et la classe. Vous demandez à un garçon, si un gars vous dit qu'il est 2010, il a 14 ans, vous demandez, tu fais quelle classe? Si vous dites terminale, vous dites. Moi, ce que je fais toujours, dès qu'il me dit 2010, qu'est-ce que tu fais? 4e. Ah, ça m'intéresse. Et c'est là que vous partez. Et maintenant, le problème, c'est qu'il faut voyager. Il y a les surdoués, Guy. Non, je veux dire, pour faire une économie, on ne prend pas les génies. Une économie, le sport de haut niveau ne se pratique pas. Et c'est pour ça qu'un expert me disait en Afrique du Sud, on ne vient pas au Cameroun chercher un joueur qui joue comme Ito. Parce que c'est difficile d'avoir ce type de profil. C'est même, ça demande du surréel. On voudrait avoir des joueurs comme Drogba, d'Archeville. Attention. Non, je ne suis pas d'accord. Non. D'Archeville, oui, mais pas Drogba, non. En restant sur d'Archeville. Pas Drogba, pourquoi? Restant sur d'Archeville. Non, c'était vraiment c'était le haut niveau également. Parce que s'il faille parler de Didier et d'Eto, ils ont mis, moi je sais Yaya Touré, il avait dit qu'ils ont mis là-bas très haut et que les autres même pouvaient je pourrais vous donner un exemple. Non, là je vais parler. Je vais parler sur le football, sur le contrôle de l'AOS. C'est le même débat qu'on peut avoir sur Lionel Messi et Ronaldo. Le travail peut dépasser le talent. Quand il est fait avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'analyse. Mais il y a toujours le côté où quand vous voyez un joueur qui est génial jouer, vous savez que là, c'est le génie. Je vous prends un exemple terre à terre. Vous n'allez jamais regarder sur mes vidéos, vous ne verrez pas quel est le dribble de Samuel Eto'o pour dépasser un joueur de foot. Vous allez voir seulement ce qu'il va trouver, le bon décalage du pied d'appui du défenseur, il va faire un contre, il va passer. Ça, c'est comme le magnétisme, il sent les choses. Le travail, par contre, vous allez voir quelqu'un a un profil. Il a amorti comme les joueurs comme les Alain. Vous voyez qu'il y a un vous voyez les Thierry Henry. On voit le profil du joueur. Quand il est excentré, il décale la coordination, il ouvre l'enveloppe. Mais le génie, c'est comme les Messi. Tu ne sens pas ce qu'il va te faire, mais il te fait un truc. C'était seulement pour dire que je ne retire rien au potentiel de Didier. C'est pas ça le débat. C'était seulement pour venir pour dire que quand tout est bien fait, la convention de Minibu, c'est pour ça. C'est pour dire aux gens, les connaisseurs ont compris ce qui va se passer. Il faut aller à la base. Quand vous partez là-bas, vous prenez un gamin. Il y a des gamins qui font 1m60 qui sont au CM2. Vous les voyez tous les jours quand vous partez dans les écoles primaires. Vous les prenez. Quand vous les prenez, en quoi une autre écoute, vous pouvez faire, même pour tous les sports. S'ils ne sont pas bons au foot, ils font les sports de taille. Volleyball, natation et autres. En fait, il y a tout un travail qu'il y a à faire. Maintenant, vous les mettez dans les charges d'entraînement. Parcours vital, on voit qui va résister au volume de charge d'entraînement. Après, le reste, maintenant,
vous prenez pour le haut niveau, ça coûte cher. C'est pour ça que très vite, il faut identifier les académies qui ont les moyens. Ben, ça coûte cher. Pour faire l'IRM à la Quintini, c'est 10 000 francs. Si vous amenez 100 enfants chaque année, vous êtes dans 1 million de francs. Il faut avoir un bus parce qu'il y a un ratio où, quand le joueur, on me disait ça en Afrique du Sud, quand le terrain d'entraînement est à 20 minutes de l'école, il y a un problème. Il faut donc les conventions entre les académies et les lycées qui ont les terrains de foot pour pouvoir fusionner pour que tant de distance, terrain et école est réduit à 0. Autre chose que je vais vous dire qui va peut-être vous surprendre. La CAN va se jouer le 30 mars. Les élèves ne sont pas en congé. Si un enfant n'est pas dans une bonne académie, dès qu'il rentre la CAN, il était remplaçant. Pas de contrat signé. Il est exclu. Naturellement, il est parti faire la CAN. S'il est dans une académie qui est cotée en bourse, comme moi par exemple, tu as la capacité d'entrer dans les APE, tu as la capacité d'avoir de bons partenariats. Dès que l'enfant fait 15 jours, quand il revient, les professeurs du lycée te font un plan de rattrapage et de mise à niveau. Ça coûte cher, il faut bien payer ces professeurs de rattrapage. Tout ce chemin-là, il faut qu'on le fasse. Parce que tous ceux qui rentrent là aujourd'hui, il y a des gamins qui vont aller à la CAN. Les gens, ce que vous dites, ils sont partis à la CAN. Après, ils rentrent. Ils n'ont pas signé de contrat. On ne signe pas de contrat pour un U17. Et on voit les 11 joueurs, mais les remplaçants, ils n'ont même pas joué. Il n'y a même pas un contrat. Ils rentrent. Il fréquentait au collège, on dit collège Saint-Michel. Il a fait 10 jours fois 7 heures d'absence, exclu. Le club où il vient ne connaît pas ce qui se passe. Il est exclu. On peut faire chaque année, on a 20 joueurs. Qu'est-ce qu'il devient? Et il y a un lien maintenant sur les éducateurs. Les joueurs frustrés vont fabriquer des joueurs frustrés. C'est ça qu'on m'apprend dans l'Afrique du Sud. Hein. Parce qu'il se passe quoi? Beaucoup d'éducateurs aujourd'hui ont des écoles, des pseudo-écoles. Il faut vraiment qu'on réglemente ce système-là. Beaucoup de personnes pensent être anciens professionnels. Il faut forcément dire ouvrir une académie. Ce n'est pas vrai. Pour ouvrir une académie, il faut avoir un bâtiment, il faut avoir un bus, il faut avoir des dortoirs. Ça, c'est le plus facile. Le plus dur maintenant, c'est signer une convention avec un collège et un lycée. C'est tous ces éléments, vous allez voir que les plus grosses académies à l'heure actuelle. Quand vous prenez KSA, il y avait ça. Quand vous prenez le département du Cameroun, il y a ça à Dauphine. Quand vous prenez même Dauphine qui est en train de faire le travail avec les joueurs qui sont sortis, il y a ça. Quand vous prenez tout le monde, vous prenez Coton Sport, il y a. Vous allez voir, et les autres, ils n'ont pas ça. C'est la casse. Quand ils sortent 2 joueurs, ils ont 40 joueurs. Voilà, c'est pour dire qu'il y a tout un travail à faire derrière. Dans le tournoi. Et je reviens à votre question. La formation des éducateurs, donc, le tournoi va faire quoi? On va identifier les meilleures académies. On va maintenant comprendre que c'est là-bas qu'il faut travailler à la formation. Puisque les meilleures académies ont les U17, ils ont les U15, ils ont les U13. On va former les éducateurs, puisqu'eux, ils mettent les moyens. Ils sont des entreprises, ils mettent les moyens, ils sont labellisés, ils ne sont pas informels. Eux, on peut les tracer. On va leur dire, écoutez, nous, on va voir ça. Nous, on veut voir ça. S'il n'y a pas ça, on n'appelle pas vos joueurs. Et comme c'est eux qui veulent transformer, ils vont suivre. Et ça va permettre de passer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducateurs qui ont les diplômes, qui n'ont pas d'académie. Et ils ont le diplôme, mais ils ne sont pas dans le système. Et ça crée un problème parce qu'il arrive, il a 2 ballons. Peu importe ce que vous avez appris à quelqu'un qui a 2 ballons, il ne fera pas grand-chose. Pourtant, ceux qui sont dans les académies, côté en bourse, je ne veux pas revenir à citer les Boissons du Cameroun, Coton Sport et autres, eux, ils n'ont pas un problème de 2 ballons. Puisque quand tu formes les joueurs à l'internat, tu sais qu'il faut un ratio de 1 ballon par joueur. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre 30 millions minimum par an. Sur 5 ans, ça fait 150 millions coulés dans l'eau. Donc, tu es obligé de mettre les moyens pour réduire ta marge de perte. Donc, pour eux, c'est vraiment important. Donc, la fédération, le tournoi des académies, va permettre de pouvoir identifier cela, le suivre, et après, ça peut déboucher même sur des subventions. Mais il faut d'abord partir sur cela. Et là-bas, il n'y a pas de problème de CNI parce que quand vous logez un joueur chez vous en préformation pour 3 ans, le parent forcément vous signe un tutorat sur le long terme qui vous autorise à faire un certain nombre de documents. Donc, ça envie des problèmes qui se règlent. Si on forme ces éducateurs-là, on peut avoir un suivi. Et comme là-bas, ils ne sont pas tous sur les semaines de 2 semaines de formation. Ils sont même sur la formation, puisqu'il y a des clubs qui ont des académies, qui ont des partenaires avec des scouts internationaux, qui envoient leurs entraîneurs dans cette académie pour travailler le profil des joueurs. Donc là-bas, on est même sur la formation continue. Donc ça règle votre question. En fait, il faut identifier ceux qui font le grassfoot. Il leur donner une formation spécifique, grassfoot. Ceux qui font le football de performance, en fait, il faut remettre à table qui est centre de formation, qui est école de football. Voilà, je pense que vous, Martin Mapak, hein, en dehors du foot, en dehors du volley, vous regardez également ce qui se passe au foot. Qu'est-ce que vous avez pensé justement du démarrage de cette saison au foot jeune? Ben écoutez, qu'on soit au volleyball, qu'on soit au football, quelle que soit la discipline dans laquelle on est en train d'évoluer,
la question de la formation à la base, elle est essentielle. C'est-à-dire que les générations spontanées, il faut les oublier. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que Guy Marcel a développé dans son premier jet sur le sujet. Et il a énoncé, il a fait un certain chapelet de doléances en se plaignant de ce que le football jeune n'est pas suffisamment accompagné comme les autres catégories. Et je dis que, en fait, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, parce que j'ai déjà un certain âge, j'ai suivi le championnat du Cameroun, je suis le championnat du Cameroun depuis 40 ans, plus de 40 ans, moi-même, je suis dans le volley depuis plus de 40 ans, j'ai vu comment ça a évolué. Donc maintenant, je dis, tout ce qu'il faut, c'est l'environnement. Et que chaque acteur reste à sa place. Parce que tant que on va favoriser des impostures, tant qu'on va favoriser des impostures et des forfaitures, le corollaire sera que tout cela va s'effriter. Parce que le sponsor, les partenaires, ils viennent dans un environnement stable et sain. Ils viennent dans un environnement stable et sain. Et quand il y a des bruits de bottes et de ceci, ils ne viennent pas. Donc il faudrait que la tutelle du sport au Cameroun, ça vise à accompagner les fédérations, les acteurs du sport dans une vision commune. Dans une vision commune qui vise la performance au haut niveau à moyen et à long terme. Il le faut absolument. Tout à l'heure, j'ai suivi Madame Difo du Nambudo. Qu'est-ce qu'on n'a pas failli faire d'elle? Heureusement qu'elle a eu raison des agents d'obscurantisme. Et voilà que le Cameroun va, pour la première fois en Afrique, accueillir un tournoi de rang mondial pour que jamais en Afrique on a pu. Donc il faut travailler avec des gens qui ont de la vision, les laisser évoluer dans leur vision et qu'on laisse que le jeu des dévolutions successorales au sein des fédérations reste sain et qu'on fasse la part des choses entre la tutelle et la fédération. Tout simplement, parce que ce qu'on vit au volleyball, ce qui a fait l'actualité du football, ce qui se passe en haltérophilie, ce qui se passe au rugby, n'est pas de nature à attirer les partenaires. Ce n'est pas de nature à attirer les partenaires parce que l'environnement est gravement pollué. Alors, Lawrence, peut-être avant-dernière question sur ce sujet. On a écouté Guy Marcel là, beaucoup parler, évidemment, ça c'est son c'est son domaine. Alors, par rapport à la Coupe du Monde quand même U17, on se rappelle évidemment de l'annonce du président de la Fédération camerounaise de football par rapport à ce championnat U17. Quand on regarde un peu le niveau de performance qu'une compétition mondiale comme ça a besoin. Est-ce qu'à notre niveau, on sera peut-être suffisamment prêt, on aura suffisamment les joueurs qu'il faut pour pouvoir aller faire, pourquoi pas, pour pouvoir aller dans une telle compétition? Well, I think it's quite difficult because we don't yet have a mechanism of detection, monitoring of players, because you have to detect them, you have to monitor them, and you have to put them in a database, be it from Munduru, be it in Mora. They have to be all in the same database, and the federation has to follow up all these players. We depend on spontaneous generations. We know that basically for the past years, we know you have the Easter Cup and you have the Midden Jerry, GTAP Cup. Those are the tournaments where we find
the true under-17 players and where we derive these players for the international tournament. So youth football, it's a long process. If we have to organize or be part of the competitions on a yearly basis, we equally have to think of organizing it at a local level, organize the local championship, but equally organize at the level of the UNIFAC, because that's one of the major things lacking. You take kids here, they play in Douala, and you put them in a plane, they enter an aircraft for their first time in their life, and they go to a foreign country. Only the time for adaptation, they are already defeated. It's not because they don't have the talents, but because they are not used to the environment, they are not used to adversity. So it's important that we equally think of a mechanism where we can organize tournaments at the regular base at the level of UNIFAC, so that we can have these regional teams and build up a national squad. But I always insist that we should have the same game philosophy. We should have a way of thinking of our football. We should not have 500 ways of thinking of Cameroonian football. We should have a particular way, and we should try to have the basic infrastructures. When I talk of basic infrastructure, I'm saying play on grass practically, because some play on sand, some play on grass, some play on potato pitches, and the way you receive a ball playing on grass is different the way you handle a ball when you play on sand or on a dusty pitch. So it deforms even the player's way of handling the ball. And at one point, when you look at the Elite One Championship, you understand that they are training on dusty pitches to play on grass, and not everybody is able to adapt himself. So we should take time and put those basic infrastructures. And even if the World Cup is every year, we know that the first years we are building up something. We put a mechanism, a process in place, so that we should be thinking in 3, 4, 5 years that we can try and compete into these competitions. Because I tell you, the experience I got when I went with at the Under-17 World Cup in Tanzania in 2019, where we won that tournament. It was the first time for some of these players to enter into an aircraft. First time for them to sleep in a nice hotel and eat good food. I mean, those things we can laugh, but c'est très important. It's important. So we really have to bring up that build up, and so that the mindset should be the right one. And we know, if you go even from FIFA statistics, those who even play the Under-17, you will find less than 20% in the senior national team. There is always something that happens between Under-17 and Under-20, Under-23, and by the time they get to the senior national team, you don't have the same squad. So you have to walk in line, that you have a bunch of players that you can monitor and follow up, such that you see the English team performing now. It's a team that has been built up. The German team that won the World Cup in Brazil, it's a team that was built up. Even the French team, I think we should go into that same line of action, but I believe it's going to take us much time to get there. Immediately, we are still at the grassroots. We are still building up, or thinking how to build up, and we cannot be efficient immediately. So I think for the next 2-3 years, we will depend again on spontaneous generations. Pour mettre un peu d'eau dans son moulin, au volleyball, c'est la même chose, parce que les victoires que nos équipes, surtout féminines, ont connues, sont liées avec l'existence du Palais des Sports. Elles sont liées avec l'existence du Palais des Sports, parce que dans le Palais des Sports, elles s'entraînaient dans les conditions qui sont de la compétition. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, il y a un président de Fédération internationale de volleyball qui était arrivé au Cameroun, et à l'époque il n'y avait pas de Palais des Sports, il n'y avait que le Mateko, il y avait Messa, et c'est tout ce qu'il y avait. Quand on lui a dit, on lui a montré là où on s'entraînait pour faire les performances qu'on avait faites au championnat du monde en 90, je pense, il n'en revenait pas. Donc la qualité des infrastructures, elle est intimement liée à la performance des athlètes. Oui. Alors, Guy Marcel, peut-être pour sortir de ce sujet, vous avez suivi par exemple l'AOS. Est-ce qu'on a le temps
Ou alors, on va mieux se préparer avant d'aller un peu plus haut? Bon, ce que je peux dire à la suite, là, ouais, je ne dirai pas le contraire. Impossible n'est pas camerounais. On a remporté des tournois, il a dit en Tanzanie. Mais je suis plus pour ceux qui pensent qu'il y a des victoires que vous avez qui ne vous servent à rien. Quand vous remportez toujours un tournoi, je vous dis, moi je suis dans le sport de haut niveau, vous partez remporter un tournoi quand vous avez une génération spontanée. Après, quand vous rentrez, il n'y a aucun de ces générations-là qui fait le plus haut niveau. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un éclat. Mais il y a des équipes qui ne remportent pas les tournois, qui arrivent à positionner 10, 15, 20 joueurs de haut niveau, qui vont maintenant rester. Donc, pour moi, c'est qu'il faut qu'on construise. Là, cette année, la Coupe du Monde de 2026, pour vous parler des U17 là, si on s'y met au travail, dès cette année-ci, on a la chance de pouvoir dire qu'on peut se donner un objectif de passer le premier tour. Sauf que ça passe d'abord par l'UNIFAC. Il faut bien le savoir. Hein. C'est d'abord l'UNIFAC, après la CAN et après la Coupe du Monde. Ce n'est pas un autre avant l'autre. Donc il faut d'abord qu'on travaille très bien. On a vu tout le mal qu'on a eu contre la RCA pour venir à HPC, je disais. Alors aujourd'hui, les autres travaillent. Aujourd'hui, on a vu que le football a traversé un niveau où on ne gagne plus sur le talent. Si vous n'avez pas je reviens encore sur la performance. Si vous prenez un enfant qui a 13 ans, vous lui faites faire 6 semaines de PA en première année, minime première année, après 3 ans. Quand il arrive à 17 ans, vous avez le ratio de 6 semaines, plus 2 semaines en milieu de cycle de décembre. Là, ils vont faire 2 semaines en janvier. Ça vous fait 8 semaines de PA. On pousse le muscle au maximum. Quand le gars arrive au plus haut niveau, il a 8 semaines de PA, mais je peux pas, peut-être 6 ans, on est à 48. Si vous avez un ratio, comme moi je me suis amusé, les Américains me rappellent ça quand j'ai fait une étude avec eux. Vous avez un gamin qui fait 5 séances par jour. Ça fait 2 heures d'entraînement fois 5, on est à 10 heures. Plus le match obligatoire, avec un ratio de 45 matchs, entre 35 et 45 matchs par an, minimum. C'est le ratio, au plus haut niveau. Quand vous avez un gamin qui fait les 45 matchs, il a 13 ans. Quand il arrive à 17 ans, il a 45 pratiquement fois 4. On est à 4 fois 5, 20. On a 180 matchs qu'il a. Et un match, c'est une évaluation. Donc quand vous dites à ce gamin-là, ne fais pas le contrôle, en fait, dans cette évaluation, il n'est même plus sur le contrôle, il a déjà un profil établi. Et on vous donne les ratios d'analyse ces vidéos aujourd'hui. Il faut filmer les matchs des enfants, leur remontrer les vidéos. C'est comme quand il y a des matchs. Je me rassure toujours quand mes enfants jouent, mon académie. Est-ce qu'il y a un caméraman? Dès qu'il y a un caméraman, je remercie le bon Dieu. Parce que je vais avoir les images ou le lien, je vais remonter. Parce que Julien a compris qu'il a dit le mot database. C'est la data aujourd'hui qui fait tout le travail. Quand vous pouvez tout dire à un gamin, vous lui montrez les images. Pourquoi tu fais ça? Il regarde, coach, je vais me rattraper. Vous pouvez tout dire, il n'est pas dans le contexte, c'est l'âge de la révolution, la puberté, autre. Vous montrez les images, regarde ce que tu fais. Il change. Donc je pense que si on s'y met au travail, on fait les bons efforts. On est humble parce que la RCA nous a gagné. On est allé en U20. On est humble parce qu'il y a un truc, et je le dis parce qu'on a ce mot-là. Impossible n'est pas camerounais. Et on se permet des excès. La défaite face à la RCA. Beaucoup de stages pour les équipes nationales inférieures. Beaucoup de stages. Avoir au moins on a des périodes de congé qui sont connues. Décembre, il faut qu'il y ait un stage U17, U15, U20. On doit aller plus loin. On doit aller en U13. Parce que d'abord, on va développer les morphotypes. D'où la convention avec le Minedub. À partir de là, maintenant, la convention va servir aussi. C'est un outil qui va. Et donc, je pense qu'il faut repartir là-dessus. Décembre, on doit faire toutes les équipes nationales. Et revenir à ce que Laurence a dit. Créer des conventions avec, pas tant de l'UNIFAC, créer des petites conventions, même de triangulation. Un petit tournoi comme ça, après un stage de 15 jours, dit l'année-ci, on va appeler le Tchad, la RCA, on va jouer sans avoir d'enjeu de l'UNIFAC. L'année prochaine, on dit qu'à Pâques, on va plutôt aller au Tchad, et en juin, on va plutôt aller en RCA. Quand l'UNIFAC arrive, on est déjà roté à prendre l'avion, à manger ce type de repas. En fait, c'est de créer, de préparer le joueur de haut niveau. Nous, on le fait un peu à Douala. Qu'est-ce qu'on fait? On ne participe pas des tournois à Garoua, au nord, à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'on voulait que nos enfants soient confrontés aux différents types de football, d'abord camerounais. Parce que quand vous êtes en concurrence de poste avec un gars du sud-ouest, moi je prends l'exemple, le joueur du sud-ouest par exemple, il est puissant, il est dur sur l'homme, mais il est un peu répétitif. En termes de génie, vous n'allez pas beaucoup voir ça là-bas. Le joueur du littoral, c'est un peu plus, il y a beaucoup plus de génie. Le joueur du centre, c'est beaucoup plus du devoir, du travail d'analyse. Le joueur de la zone du nord, du Grand Nord, c'est beaucoup plus l'endurance.
c'est l'endurance. C'est-à-dire que le gars peut te reproduire des efforts en endurance et en capacité, pas beaucoup plus en puissance. Ce que le gars du Sud-Ouest lui fait. Donc, quand tes joueurs vont être confrontés, au bout de 2-3 ans, si vous prenez U13, vous allez devoir quel est le joueur qui peut faire le plus haut niveau. Parce qu'il a d'abord dompté. Comme on dit toujours aux entraîneurs, on ne dit pas qu'un joueur est bon. On crée les matchs, on invite son père. Si ton enfant n'est pas le meilleur joueur dans un match, le père comprend qu'il a passé un franc match ce gamin. Quand on n'a pas créé les gens, c'est pour moi, si on prépare bien depuis les U13, on lit bien la convention du Minidup, Minesec, on commence à partir prendre les Finasco au sérieux. Et je vais revenir sur un autre point pour sortir de là. Il y a un point qu'on oublie. Le football des jeunes n'est pas seulement le football des garçons. Les Américains vont nous arrêter avec le problème déjà. Le football des jeunes, c'est garçons et filles. Mais on a toujours... le football des jeunes, des filles, commence avec l'élite, c'est faux. Il doit avoir un championnat des jeunes, des filles. Mais la barrière, moi je l'ai vu comme j'étais encadreur de sport à l'école française, la barrière c'est que les parents ont peur, et c'est là où la convention de l'UNESCO est importante, pour les violences rattachées, la drogue, les violences rattachées au sexe féminin et autres, d'où les parents ont peur de laisser leurs filles aller jouer. Il faut donc faire quoi? Il faut créer des conditions pour que ce football des filles se joue en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on crée un championnat où l'enfant fréquente peut-être n'importe quoi. Par exemple, le Chevreuil a un terrain de foot. Liban a un terrain de football. On rattache la ligue à Liberman ou à Chevreuil. Le parent sait que ma fille vient le matin à l'école. Si l'école finit à 16h, il passe sa fille à 18h. Pour lui, tant que la fille est dans l'enceinte, pour lui, c'est le mur là, il est lui tranquille. Donc en fait, il faut trouver encore que le futur, c'est le football féminin. C'est ça le futur. Moi, il y a tellement de bourses. Moi, j'ai ma fille qui a 9 ans là. J'entraîne ma fille tous les jours parce que si elle a 16 de moyenne, elle a une bourse. Je passe au côté de Lawrence. Elle a une bourse américaine. Une école de 50 000 $. Il faut bien dire aux parents. Maintenant, il faut que la convention que la fédération a mise en place, et on arrive encore là, il faut que les gens qui sont vraiment outillés soient à la base de la mise en place de ce type d'outils. Parce qu'après, sinon, ça peut partir dans tous les sens. Bon, c'est un peu ce que je peux dire. Peut-être pour terminer en quelques mots, quel est le calendrier au niveau de la Ligue départementale? Calendrier, les clubs ont validé les licences. J'ai prévu une réunion avec mes points focaux parce qu'on a quand même changé un peu de 2-3 personnes à l'intérieur. J'ai prévu une réunion de synthèse la semaine prochaine avec le point focal et le président régional sera là. Après la réunion cette semaine prochaine, on va voir le niveau de validation des licences dans le FIFA Connect. On va voir le ratio. Dès que le ratio est fait, je pense que c'est terminé. On va convoquer une réunion avec les clubs qui sont à jour et on va convoquer avec les clubs qui ne sont pas à jour. On va leur donner un délai de grâce, ça peut être une dizaine ou 8 et on va lancer. Ceux qui vont nous retrouver en cours de chemin, en Écosse, on joue avec 8 clubs. Donc si on a déjà 16 clubs, on peut déjà faire un championnat. Les autres vont venir, ils vont nous rattraper en cours de route. Mais pour moi, il est impératif de commencer mon championnat au plus tard, après la fête de la jeunesse. Au plus tard. Parce que je veux au moins que ceux qui vont jouer mon championnat jouent au moins 20 matchs. Quand on commence tard, on fait des poules de 4. Les joueurs ont fini. Quand on commence tôt, on peut faire des poules de 8. Quand on commence très tôt, on peut faire des poules de 20. Donc c'est un peu mon ratio de commencer. En février, on aura mars, avril, mai. Si vous prenez un mois à 4 semaines, ça fait 4 x 3, 12. On peut faire jouer 12 matchs. Après l'examen commence, on laisse les meilleurs continuer à faire le tournoi. Si quelqu'un joue 12 matchs et qu'il va jouer les playoffs pour les interligues, pour aller à Yaoundé, 4 matchs, on arrive à 20 matchs. Donc, arriver à ce ratio, l'année prochaine maintenant, je pense que le but pour moi, c'est d'arriver à faire jouer les gens les plus forts, 35 matchs, les plus faibles, 20 matchs. Enfin, les moins forts. Bon, les moins, je vais dire comme ça. Merci de m'avoir. Parce qu'il n'y a pas de faibles en tout cas. C'est les jeunes qui sont les moins forts, les moins aguerris à l'heure de pouvoir jouer. C'est le ratio du match. Chez les jeunes, c'est le nombre de matchs qui compte et non le score même du match. D'accord. Et on sera là évidemment pour suivre toutes ces activités, Guy Marcel. On va donc rentrer dans la dernière problématique de ce magazine ce soir. Vous le savez, le 31 décembre 2024, il y a une circulaire signée par le ministre des Finances en rapport avec la gestion des finances entre le gouvernement et les fédérations sportives. Donc, depuis le 1er janvier 2025, la gestion des fonds alloués par l'État du Cameroun aux fédérations sportives dans
dans le cadre de l'organisation des compétitions nationales et internationales incombe au ministère des Sports. Analyse de cette circulaire dans le reportage qui va suivre avec un consultant sportif, Christian Mbala-Mekongo. Depuis le 1er janvier 2025, la gestion des fonds alloués par l'État aux fédérations sportives dans le cadre de l'organisation des compétitions nationales et internationales revient au ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est ce qui ressort de la circulaire relative à l'exécution de la loi des finances pour l'exercice 2025, signée le 31 décembre 2024 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. La loi des finances est d'abord inclusive, c'est-à-dire s'adresse à l'ensemble des fédérations sportives civiles nationales, mais également proscrit en réalité désormais le matricule budgétaire qui jadis était attribué dans le cadre de la loi des finances de 2023. Donc il y a eu manifestement une évolution dans le sens où désormais, à nouveau, c'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique, après expression des besoins définis par les différents exécutifs fédéraux, qui va devoir à nouveau non seulement apprécier la nature des besoins, mais également s'occuper de l'ensemble de la gestion financière. Si toutes les fédérations sont concernées par la nouvelle mesure, qu'en est-il de la Fédération camerounaise de football, dont le décret présidentiel de 2014 organise déjà le fonctionnement des différentes sélections nationales de football? Il y a lieu de convenir qu'il n'existe aucune antinomie entre le décret du 26 septembre, notamment en ses dispositions 3 alinéa 2, et la loi des finances du 31 décembre 2024. Pourquoi? Parce que l'alinéa 2 de l'article 3 dispose clairement que, concernant la gestion financière, celle-ci est assurée conjointement par la fédération et l'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que justement, les compétitions majeures concernant les liens indomptables sont du ressort exclusif de l'État en ce qui concerne leur financement. Manifestement, on a le sentiment que nous sommes rentrés dans la situation ex-ante, celle du 5 novembre 2004, où effectivement le gouvernement, la tripartite du ministère des Sports, FECAFOOT, FIFA, le gouvernement avait décidé de conserver deux pans importants, à savoir ici les finances et la sécurité. Ce consultant sportif conclut alors qu'il y a compatibilité entre le décret et la circulaire du ministre des Finances. L'essentiel de cette circulaire, Serge Zambo, vous n'êtes pas d'accord avec ce que Christian Mbala-Mekongo dit? Non, je ne suis pas d'accord, mais bon, quand il parle d'incompatibilité, je ne vois pas trop où. Je ne sais pas si c'est la question, ou alors c'est juste répondre à ce que Mekongo a dit. Pour moi, en ce qui me concerne, je sais que dans la hiérarchie des textes, vous voyez, il y a la loi. Oui. D'abord. Oui. Il y a le décret, il y a l'arrêté, il y a les décisions, il y a les notes de service. Voilà. Donc nous sommes dans la hiérarchie. Et généralement, si je rentre un peu dans l'histoire, dans la Grèce antique, justement, pour essayer de réglementer certaines choses, c'est d'où naissent les lois dans la Grèce antique, pour essayer de réglementer pour que chacun ne fasse pas comme il veut, n'importe quoi. Et maintenant, lorsqu'on va parler du projet de loi, les projets de loi sont de deux types au Cameroun. Si je crois avoir bien lu mon tutoriel, il y a celles qui proviennent directement de la présidence de la République. La plupart, en tant que projet, viennent de la présidence de la République. Les autres peuvent être émanés de l'Assemblée nationale. Voilà comment ça se passe. Et les projets de loi, en ce qui concerne par exemple la loi des finances, ça sort de la présidence de la République. Lorsque ça part de la présidence de la République, ça vient à l'Assemblée, c'est débattu à l'Assemblée et maintenant c'est voté. Lorsque c'est voté, ce n'est pas fini. Elle est donc promulguée par le chef de l'État. Et maintenant, lorsque la loi des finances, puisqu'il s'agit d'elle, est promulguée par le chef de l'État, il faut donc une circulaire pour nous permettre de la mettre en application. Donc la circulaire donc, est faite par les services dûment consignés, c'est-à-dire le ministère des Finances, mais avec approbation des services du Premier ministre. Vous voyez un peu? C'est pour ça que j'ai dit qu'incompatibilité, je ne crois pas.
si, de mon ressort, moi je pense que la loi est au-dessus du décret, vous voyez un peu, il y a juste ce qu'il faudra juxtaposer et trouver le juste milieu. C'est pour ça aussi que les gens, ceux qui vont vite en besoin, ne nous permettent pas d'avoir une bonne visibilité. Moi je pense, et Mbala Mekongo l'a souligné, la situation en 2024, lors de la tripartite entre le ministère, la FECAFOOT, il a parlé d'une autre entité, de la FIFA, vous avez vu qu'on a commencé à attribuer les fonds au ministère. Voilà. Et cette fois-ci, ça s'est fait de façon pratique. Mais maintenant, la question que moi je pose en ce moment, que deviendront donc les agents comptables qui ont été nommés au niveau de la FECAFOOT et comment est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce que ça va être annihilé? Et il y a autre chose qui s'est dit dans cette loi. On parle là tout simplement de l'organisation des compétitions. Vous voyez un peu? Internationales. C'est bien précisé. Compétition internationale. Comment est-ce que dans l'application de cet article au niveau de la circulaire, comment est-ce que ça va être appliqué? Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas aller trop vite en besoin. Je veux voir si c'est le copier-coller de ce qui s'est passé lors de la tripartite, on a déjà une visibilité. Ça veut dire que l'État a l'argent et c'est à partir de l'argent comptable logé au ministère des Sports que l'argent est rétribué à la FECAFOOT. Or, la FECAFOOT, ou alors les fédérations, font un état de besoin. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, quand on fait, il y a le principe de l'ordonnateur et celui qui exécute. Tu fais un état de besoin. Maintenant, le ministre regarde si ça concorde avec ce qu'il y a, transmet au ministère des Finances, l'État débloque de l'argent pour pouvoir être utilisé à bon escient. Mais il a aussi souligné ça tout à l'heure, c'est qu'en 2023, la même loi des finances octroyait à travers, ça je parle sous le contrôle de Martin, octroyait des fonds, des deniers publics aux fédérations à travers des matricules budgétaires. Ouais. Sauf qu'il était demandé, c'est bel et bien écrit, il était bel et bien demandé qu'à la fin, il fallait produire un compte d'emploi pour pouvoir justifier des moyens qui ont été mis à votre disposition. Vous voyez? Bon, est-ce que c'est ce qui a amené l'État à se rebiffer, eu égard ce qui s'est passé avec certaines fédérations? Je ne sais pas trop. Mais, à mon sens, je pense qu'il faille peut-être attendre de voir comment ça va se passer de façon pratique pour pouvoir être mieux situé. Mais quelle est la compréhension que vous avez particulièrement par rapport à cette circulaire? Bon, la compréhension, elle est là. C'est qu'en 2023, c'est le président des fédérations qui gérait directement. C'est clair. En 2025, on dit que ça revient au niveau du ministère. Il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Mais sauf qu'au niveau dans le cas de la Fédération camerounaise de football, il peut y avoir des soucis à partir du moment où il y a un décret. Voilà. Mais moi, je me place sous le prisme du fait que dans la hiérarchie des textes, la loi est supérieure au décret. Encore que la même loi, vous voyez un peu, la loi des finances provient d'un projet de loi émanant de la présidence de la République. Le décret, là-bas, a été signé également au niveau de la présidence de la République. Et il faudrait noter qu'il y a deux personnalités, si je ne m'abuse, qui signent des décrets dans notre pays. C'est le chef de l'État et le Premier ministre. C'est les deux seules personnalités qui ont la possibilité de signer. Et le Premier ministre les signe même d'ailleurs dans un cadre législatif bien précis. Vous voyez un peu? Bon, donc voilà un peu la lecture qu'on peut faire. Mais moi je dis par prudence. J'attendrai de voir, c'est pas loin. Il y aura certainement un match des Lions qui va se passer. C'est pour là. Non, c'est pas. Il ne faut pas en rire, Laurence. Je dis c'est pas très loin. Ouais. Certainement, on a un truc et on verra comment ça se. Mais on a déjà une visibilité. Si ça s'est passé comme dernièrement, lorsqu'on allait jouer à Garoua, la visibilité, elle est bel et bien là. C'est-à-dire que les fonds étaient de l'autre côté pendant que l'autre. Mais maintenant, l'autre problème que moi j'ai, c'est que qui fera donc quoi? Parce que si on met out les fédérations, vous voyez un peu, est-ce que c'est les agents du ministère qui viendront organiser les choses au plus bas niveau, à la basse échelle? Là aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais bien dire. Les présidents vont faire les... Oui, j'aimerais bien dire. Bon, les besoins. Quand on prend de l'argent, des biens publics, on donne à une fédération. On peut avoir combien de fédérations au Cameroun? Une multitude. Je n'ai pas fait 54. Merci Martin. Vous voyez? Pourquoi on en donne à certaines et on n'en donne pas aux autres? Vous pensez que les autres fédérations n'ont pas d'état de besoin?
Vous pensez qu'elles n'ont pas besoin d'organiser aussi des compétitions? The big federation. Hein? Non, le chef d'État a dit qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit que parfois même, ça peut être à tort. Moi, je pense que les fédérations, surtout celles qui nous concernent beaucoup plus, devraient, par exemple, il a développé, je suis amoureux de te dire. Vous comprenez, vous avez développé tellement bien. Tout le monde ici, nous sommes tous tombés d'accord. Parce que je suis quelqu'un de, quand je ne suis pas d'accord, immédiatement, tu as vu quand tu as parlé de Didier, et donc immédiatement, ça pique. Or, je disais que, en ce moment, on devrait, chaque fédération, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner aux autres et donner à certains? Ça, c'est la question. Voilà. Donc, ma foi, ça reste dubitatif. Voilà. Alors, Martin, quelle est l'analyse que vous avez faite justement de cette circulaire? Écoutez, il faut déjà resituer le contexte. Il faut dire que depuis l'indépendance du Cameroun jusqu'en 2023, ce que la circulaire de 2025 a dit existait déjà. Il faut le dire. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné jusqu'en 2023. Maintenant, entre 2023 et 2024, bon, ça a changé. Ça a changé. On n'a pas eu le temps d'évaluer la nouvelle donne. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quelle que soit l'entité à la disposition de qui ces fonds sont mis, c'est les deniers publics. Oui. Que ce soit confié à la fédération ou au ministère, c'est des deniers publics dont l'ordonnancement des dépenses, la gestion obéit à des règles et des normes. À des normes de finances publiques. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ce soit le ministre qui les gère, que ce soit les fédérations, ça c'est la base. Maintenant, il y a un problème que ça pose. Parce que il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut savoir dans quelle vision on est. Est-ce qu'on est dans la vision de la performance ou alors celle de la participation uniquement? Parce que la fédération, quand elle a les fonds à sa disposition, elle peut savoir comment axer des trucs pour que la performance... La gestion prévisionnelle. Oui, pour que la performance y soit. Donc, on a d'une part, c'est-à-dire que selon qu'on opte dans un sens ou dans l'autre, on a le pragmatisme des fédérations qui peut être opposé à la bureaucratie du ministère. Et dans les expériences passées, parce qu'en fait, il faudrait que je vous dise une chose ici, c'est que malheureusement, la réforme de 2025, son contexte, c'est la Fédération camerounaise de volleyball. Son contexte, c'est la Fédération camerounaise de volleyball. Qui est visée ou... En fait, il se passe que il y a deux compétitions jeunes. Il y a deux compétitions jeunes en 2022 ou 2023. Et des régisseurs sont désignés. Mais ces régisseurs gardent par devers eux l'argent destiné à ces compétitions-là. Ils ne le mettent pas à la disposition de la fédération. Et par la suite, ils bombardent un rapport contre le président de la fédération disant qu'il n'avait pas utilisé, il n'avait pas produit un compte d'emploi selon les règles de l'art. Ça a ouvert... Il n'y a pas qu'à la fédération de volley. En fait, c'est de là, en fait, donc c'est là qu'il y a eu, un problème. Il y a eu un problème au niveau du ministère des Finances. Ils ont ouvert pour en savoir plus sur ce qui se passait. Alors, ils ont découvert donc toutes ces difficultés qu'un président de fédération peut rencontrer quand l'argent transite par
du ministère des Sports, les cadres de la direction générale du budget ont estimé qu'il était peut-être mieux que l'argent passe directement par la fédération à sa charge de produire maintenant tous les justificatifs dans les 30 jours à travers des matricules budgétaires qui suivent. Donc voilà la genèse, le contexte dans lequel cette circulaire, la circulaire de 2023 est née. Bon, maintenant, je ne sais pas pour quelle raison on n'a pas pu, elle n'a pas duré dans le temps pour qu'on puisse évaluer son efficacité, sa pertinence et tout. Bon, on peut pas, on ne remet pas à cause les décisions du gouvernement, etc. etc. Mais bon, je vais aussi maintenant faire un crochet par rapport à ce que Bala Mekongo a dit dans le petit droit que je connais. C'est que dans la hiérarchie des normes, une circulaire ne déroge pas un décret. Une circulaire ne déroge pas un décret. Et j'irai dans le contresens de Serge pour parler de la FECAFOOT, c'est-à-dire que si on reste dans la théorie, si on reste dans la théorie du droit, la FECAFOOT n'est pas concernée. Elle va continuer, elle a toujours fonctionné. Attention, je n'ai pas dit qu'une circulaire déroge un décret. J'ai défini bel et bien la circulaire comme étant la note explicative qui nous précise la manière dont nous allons utiliser la loi des finances. Je n'ai pas dit que ça déroge un décret. Ça, c'est une précision. Ce que je dis aussi, c'est que les sélections nationales qui relèvent de la FECAFOOT jouissent d'un décret, celui de 2014. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur est... C'est un texte qui leur est organique. Tant que ce texte n'a pas encore été annulé ou bien... tant que ce texte n'a pas encore été abrogé, tant que ce texte n'a pas encore été abrogé, c'est ce texte qui reste en vigueur. Je dis bien en restant dans la théorie du droit. Maintenant, dans la pratique des choses, on verra si les uns et les autres vont respecter. Vous attendez aussi pour voir ce qui va se passer. Si les uns et les autres vont respecter les choses telles qu'elles, parce que déjà que quand la loi ne leur était pas favorable, ils ont forcé pour entrer dans des compétences qui n'étaient pas les leurs. Maintenant, essayons de voir. Mais si en théorie, je dis bien, c'est la loi qui régit encore les sélections nationales de football, c'est celle de 2014. Aucune autre... Ça n'est pas une loi, c'est un décret. Le décret, je vous le dis autant pour moi. Donc, pour le moment, aucune autre sélection nationale dans aucune autre discipline ne bénéficie d'un tel décret spécifique. De bénéfice d'un tel décret spécifique. Donc, il va falloir que on se remette, qu'on voit l'intérêt du Cameroun dans tout ce que on va vouloir poser comme acte. Parce que je puis voir d'ici que les problèmes c'est pas demain la Moi, je ne vois pas où sera le problème. Je ne vois pas demain la veille de la fin des problèmes. Moi, je ne vois pas de problème. Je dis encore Serge, on va se retrouver ici pour en parler. Je ne vois pas se retrouver ici pour en parler. Je ne vois pas de problème. Là, c'est les problèmes de fond. C'est les fonds. On dit bien que les fonds, en 2023, tu l'as bien dit, c'était au niveau de, je crois, de l'article 186. On disait qu'on prend l'argent, on donne directement aux fédérations. En 2025, dans le 171, on dit maintenant qu'on prend l'argent, on donne directement au ministre. Je ne sais pas où sera le problème. Je dis avant, le problème, c'est lequel? Avant 2000, il y a quel problème? Les agents comptables de la FECAFOOT et c'est pour ça que je dis... pas de 2000, après 2023. Je suis d'accord avec toi. C'est moi qui ai parlé des agents comptables. Il dit que quels seront donc maintenant leur futur rôle? Ce n'est pas ça. C'est le rôle qu'ils auront toujours joué
avant 2023. C'est la question que je pose. C'est le rôle qu'ils auront. Bon, sauf que ça va même exister parce que il faut bien, et j'ai parlé de ça, j'ai parlé de l'ordonnateur et celui qui exécute. Ça veut dire que l'ordonnateur, je ne sais pas, ce sera donc qui? Ce sera le ministre? C'est la fédération. C'est la fédération. La fédération. Voilà, et ça veut donc dire que dans le fonctionnement normal, moi je ne pense pas qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ce sera comme à Garoua. On est revenu. Ce sera comme à Garoua. Il n'y aura pas de problème. Ce sera Garoua. On est revenu à l'ancien système où il y aura un régisseur du ministère des Sports. C'est tout. Il y aura un régisseur du ministère des Sports pour les autres fédérations. Alors, Lawrence, avec cette... Pas pour la fédération. Pas pour la fédération. Attention, ça aussi, attention. D'accord. Lawrence, quelle interprétation peut-être un autre après. Problème ou pas avec cette circulaire? Well, I don't see the problem. Maybe the problem is in the, I don't know what I will call it, the interpretation, but the practicality of it. At the beginning of the year, when the Ministry of Sport goes at the National Assembly to defend its budget, we are expecting all the federations to send their needs. I have this competition, I have this competition, and they put all that together and defend the budget. That means it's the Ministry of Sport that defends the budget of its budget, inclusive that of the various C'est lui qui est autorisé à federations. défendre son budget devant l'Assemblée. C'est pas le président de fédération. Exactly. Yes. So when that money it's been approved, they say establish the list of your needs. They didn't say that the federation will no more have air tickets to fly and go and play in Angola. No, the air tickets will be there. The federation should focus now on the technical aspect, and I think all this came about with football and with the poor results after the heavy investment Cameroon did, because the government put out a lot of money for the World Cup in Qatar and for the African Nations Cup. We are talking of billions of francs with no results at the end. Let's go back to the head of state's address in February, where he said the government of Cameroon has put much money, and we know you Cameroonians are disappointed with no results. That is why I have instructed the Minister of Sports to take specific measures. Non, on est toujours dans la suite de ces mesures. We are still coming from that. When the head of state said, we have invested, government of Cameroon has invested much money into that. Là, il parlait d'une fédération. And I have instructed the Ministry of Sports to take specific, I've given him specific measures to curb down this problem. So we don't know the specific, it's between the president and the Minister of Sports. Maybe those are the consequences we are having today, because they reflected on it that, okay, if you are the Cameroonian Football Federation, take care of all the technical aspects. Cameroon has to play Angola, and we are going to go to Luanda. How much does it cost? Transport, lodging, feeding, material, technique. It costs 300 million francs. It's not a problem. Go and play. The 300 million francs we disburse. We are in Cameroon. We know that the problem of most federations is people want to touch the money. The money has to pass through your hands. If the ministry handles the budget and Cameroon goes to Angola and beats Angola, are Cameroonians going to be happy? Are those of the federation going to be happy that we won, even though they didn't touch the money? Because we are in a context of Cameroon where everybody wants to touch the money, and money rules everything. If you give the federations, concentrate yourself on the technical aspect, and we are going to handle the finance, everywhere on that circular it's written, establish the needs. So the president of the federation establishes the needs. They didn't say that they are not going to solve their problem. Establish your needs. You can say, okay, for youth football, we need this tournament, this tournament, this tournament. These are our needs. And the federation, the ministry is going to handle the finances. It's going to be the same process. Don't forget that before the circular, when you establish the needs, before the money comes to the federation, it has to go to the Prime Minister's office, it has to get to the presidency before coming back. People don't know that process, but for football,
it's an accelerated process. It can be done even in 24 hours. But if it is, I don't know, badminton, maybe you wait for 6 months or 9 months before that process goes through. But for football, it has been an accelerated process. So I think much has not changed. It's just that those touching the money, the hands have changed, and we know money and Cameroonians these days. Guy Marcel, pour terminer. On who is spending the money on the... No, performance is technical. That's why the government of Cameroon fédération doit s'occuper de l'aspect technique. Federations. You are specialist of football, take care of football. You are specialist of handball, take care of handball. And as it concerns Cameroon and the image of Cameroon, both international and locally, I am going to push in the funds so that the image of Cameroon remains, and the flags of Cameroon is raised very high up there. That's the objective of the pour terminer, vous voyez un problème ou pas avec cette circulaire? Moi, je ne vois pas vraiment un grand problème, hein, parce que à la rigueur, je vois que c'est beaucoup plus entretenu par les officines qui veulent toujours voir qu'il y ait une opposition entre la fédération et le ministère. La seule chose, puisque je pense qu'il y a un décret qui vient spécifier la collaboration entre le ministère des Sports et la fédération. Mais moi, c'est que moi je veux rester sur un point. Et après, dans les jours qui vont venir, en tout cas, on aura un événement qui va clarifier la position des uns et des autres. Mais la chose que moi je voudrais sortir là pour questionner, c'est les lourdeurs bureaucratiques pour ce qui concerne les autres fédérations, le projet opérationnel et le projet provisionnel. Aujourd'hui, quand une fédération peut avoir un budget, elle a la capacité de pouvoir, anticiper sur les événements qui ont cours après. Mais aujourd'hui, quand ça va partir dans le ministère, on va avoir des lourdeurs. On a vu que quand c'est la fédération de football, ça accélère. Mais les autres fédérations, comment ça va se passer? Par exemple, vous avez cité le badminton, par exemple. Ils vont réécrire peut-être un budget sur janvier, ils vont être répondus un peu plus tard. Comment ça va se passer? Je pense que si on peut régler tous ces problèmes, et maintenant, ce qui serait bien, pour moi, c'est qu'à la lisière de tout ça, qu'il y ait rapidement une séance de travail entre le ministère et les fédérations. La fédération. Pour clarifier. Et je crois qu'il n'y a même pas, il n'y aurait même pas de problème si, dès que le ministère des Finances donne la circulaire, rapidement il raconte ce qui se passe entre le ministère et ses fédérations. Parce qu'en fait, il faut le dire, le ministère des Sports est plus comme le parrain des fédérations. Il n'y aurait même pas plus un climat délétère. C'est juste qu'à un moment donné, les gens veulent s'arroger des titres et des passe-droits et on revient à la situation hantée. Je crois pour moi, il n'y a pas de problème. C'est qui touche l'argent, mais le destinataire principal, si tout est bien fait, il a son argent. Il faut seulement qu'il y ait un travail entre le ministère et les fédérations le plus tôt possible pour définir les prérogatives des uns et des autres. Voilà, c'est sur cette recommandation qu'on va refermer cette émission. Merci beaucoup Guy Marcel, Serge Zambo, Laurence, évidemment Martin Mapak, Erin Gando était à la réalisation, Nono Fetuech derrière les caméras, Zipierre au son. Merci amis sportifs de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.